toute la classe passe un examen physique. Examen de force pour le réussir. Tout le monde achetait des stimulants au professeur. Tout le monde sauf RMC. Il ne peut tout simplement pas se permettre ces stimulants coûteux. Lorsque l'examen commence, les autres y parviennent à peine. Faire 30 tractions avec les poids magiques pour poignets. Ils font de leur mieux, mais c'est leur limite. Quand c'est le tour de notre MC, le professeur décide de se venger de ne pas avoir acheté les stimulants et augmente plusieurs fois le poids du bracelet magique. Mais cela n'arrête pas il le fait facilement, sans traction humiliant tout le monde. Ils ne peuvent tout simplement pas comprendre comment ce perdant fauché les a tous surpassés. Et voici comment il a acquis une telle force. Joken était au bas du classement électronique avec une dette écrasante. La dernière chose qu'il a faite pour réparer sa vie désespérée a été pour invoquer un démon qui pourrait le rendre riche et puissant. Cependant, ce n'est pas ainsi que fonctionne réellement un pacte avec le diable. Il l'apprend à ses dépens lorsqu'un éclair tombe du ciel et met fin sur place à sa pathétique vie. Quelques instants plus tard, il se réveille avec un mal de tête abrutissant car il a encore un projet important à terminer. Et notre garçon regarde son reflet. Il est complètement choqué par son propre visage. En regardant l'arbre blanc géant dans le ciel, il se demande ce qui se passe. C'est alors qu'un être mystérieux le félicite de l'avoir invoqué et lui exauce exactement 3 vœux. Cela le fait paniquer un instant, et il réalise enfin qu'il a été envoyé dans un autre monde. Au début, il pense qu'il est le protagoniste d'une histoire d'Isake, et le livre flottant qui lui accorde 3 vœux est un doigt d'or qui exauce les vœux. Lier 3 vœux, c'est trop peu, il a l'idée du grand cerveau et demande hardiment 10 vœux comme première demande. En entendant cela, le livre démoniaque s'excite lorsqu'il comprend rapidement qu'il ne s'agit pas de son invocateur d'origine. Le démon se transforme en sa vraie forme après avoir réalisé qu'une nouvelle âme est entrée dans le corps de Joe. Notre garçon est à la fois confus et mouille son pantalon après avoir vu le monstre, qui lui dit qu'il a dévoré l'âme originelle du corps et qu'il était censé en prendre le contrôle. Il se rend vite compte qu'il a été envoyé dans le mauvais monde. Il essaie de sortir de là le plus vite possible. Pourtant, le démon claque des doigts et allume constamment son corps en feu, car même penser à rompre le contrat lui fera subir une punition infernale sans fin. Ses cris résonnent dans les rues, et le démon pense qu'il est temps de mettre fin à ses bêtises puisque le garçon était vraiment aussi pathétique qu'il le pensait. C'est à ce moment-là que notre protagoniste issu du monde des affaires a une idée. Il prétend que cela ne compte pas comme une rupture de contrat si la punition du démon l'empêche de faire sa part. En entendant un simple humain essayer de négocier avec lui, le démon est intrigué. Joe grin, disant qu'il aurait déjà pris possession de son corps par la force si cela avait été possible. Il affirme avec confiance que ce n'était rien de plus qu'un test de sa volonté, et il s'est montré plus que digne. Sa déclaration audacieuse fait rire le démon et déclare qu'il est le premier humain à penser à conclure un accord avec le diable lui-même. Donc, soudain, il a la possibilité de signer le contrat. Le démon accepte de lui donner un nouveau départ s'il réalise un seul de ses souhaits. Cependant, le salaud fait également son premier vœu pour obtenir 1000 autres vœux. Le démon lui fait comprendre qu'il n'a d'autre choix que d'accepter, puisqu'il est pratiquement mort autrement. N'ayant plus le choix, il dit à son nouveau patron que l'affaire est conclue. Signe le contrat avec sa propre âme en jeu. Le lendemain matin, il arrive enfin à son appartement, courant partout comme un toxicomane attaqué par des chiens toute la nuit. Son nouveau patron l'a abandonné juste après la fin du contrat, mais décide de se laisser aller puisqu'il est pratiquement un esclave maintenant de toute façon. En entrant dans l'appartement, il remarque que l'endroit est complètement délabré et qu'il n'y a personne à l'intérieur. Soudain, il ramasse un billet de dette signé avec du sang et se demande ce qui ne va pas avec sa famille. À ce moment-là, il entend une voix forte derrière lui et se fait frapper par une batte de métal à l'arrière de la tête. L'intrus grossier lui crie dessus pour avoir ignoré ses appels. Mais son partenaire lui dit de ne pas battre l'enfant à mort. Son copain le prévient que le gamin pourrait être dangereux puisqu'il est un oracle. Confus et furieux, notre héros demande aux gars qui ils sont. Et le blond répond poliment avec un coup de pied brutal dans la poitrine, demandant où est sa vieille sorcière inutile. Ensuite, le gars le critique pour avoir une mère stupide qui s'épuise en essayant de rembourser les dettes de son fils mauvais payeur comme lui. Il est amusé que sa mère ne réalise pas qu'il sera toujours un déchet, et traite lui et sa mère de gaspillage d'oxygène. Soudain, Joe se souvient du moment de son enfance où il avait dit à sa mère qu'il ne voulait plus être un perdant. Il a vu un cauchemar dans lequel sa mère travaillait si dur qu'elle est morte d'épuisement et s'inquiétait au fond de lui que cela puisse arriver un jour. Lorsqu'il a demandé ce qui se passerait s'il ne s'éveillait pas en oracle, sa mère a simplement dit à Petit Chêne d'arrêter de s'inquiéter. Elle a dit que même si le monde entier s'effondrait, elle serait toujours là pour lui et lui a dit d'avoir confiance en lui. De retour dans le présent, il s'excite et lance un coup de poing fulgurant sur le visage du blond sorti de nulle part. Pendant que ce salaud s'envole, son partenaire entend un bruit sourd et lui dit d'arrêter avant de tuer l'enfant, seulement pour voir son corps passer juste devant. Une fois la poussière retombée, son visage est si mauvais que même la chirurgie plastique ne peut plus le réparer. Voyant cela, les deux autres regardent le changement soudain de son aura et je pense qu'il a fait une percée en temps réel. Pendant ce temps, notre garçon leur lance son regard le plus froid et dit à ces salauds de fermer leur sale gueule, décidant qu'ils doivent enseigner la leçon brata de rang eux. Gon dit à John qu'il est temps de lui donner du sens en lui cassant une jambe ou deux. Notre garçon comprend qu'il parle de son pouvoir et estime qu'ils sont probablement d'un niveau plus élevé que lui de toute façon. Alors que June fait descendre sa pipe depuis le ciel, Joe le voit bouger au ralenti et saute facilement. Il apparaît ensuite juste derrière le gorille avec un léger contact de son genou sur le visage. Son Savage Kick envoie le plein vol. Après cela, son partenaire
partenaire attaque par derrière tout en se demandant comment un simple rang électronique peut être aussi agile. L'homme pense que Joe ne peut pas le voir, alors il vise à briser quelques côtes. Cependant, il possède sa propre cage thoracique, détruit par un coup de pied circulaire à la place. Alors qu'il est jeté comme la poubelle de la nuit dernière, le gars n'arrive pas à croire ce qui se passe. L'homme demande grâce à notre garçon, car il n'est venu que sur ordre de l'un pour récupérer l'argent du prêt. En entendant cela, il dit à l'usurier de dire à son patron qu'il recevra son argent en temps voulu, il doit donc se détendre et foutre le camp de sa vie. Les crétins frémissent à ces paroles et se dandinent rapidement par la porte d'entrée. À ce moment-là, Joe demande au démon s'il est là. Et Goldfinger est surpris que l'amateur ait pu sentir sa présence. Il répond qu'il était capable de sentir son pouvoir déferler fortement à travers son corps et le démon lui dit d'être reconnaissant pour l'aide. Notre garçon le beurre avec enthousiasme en appelant son patron et lui dit qu'il n'a besoin d'avoir peur de personne s'il emprunte son pouvoir. Cela irrite le démon car un paysan mortel ne devrait même pas oser penser à exercer un pouvoir qui pourrait facilement mettre fin à sa vie s'il l'utilisait au-delà de ses limites. Il a été choqué d'entendre cela et il demande au patron comment il peut exaucer ses vœux s'il n'est pas assez fort. Goldfinger lui assure qu'il deviendra plus fort grâce aux récompenses, mais l'avertit d'oublier d'utiliser son pouvoir pour le moment. Notre héros est assez déçu en entendant cela, mais Goldfinger se dit qu'il est insensé de voir à quel point il a bien exercé son pouvoir. Cela l'amène à se demander si Joe est secrètement son partenaire disparu. Après cela, il interroge le patron sur son deuxième souhait et ce qu'il doit faire ensuite. Mais le démon lui dit simplement d'oublier ça et de faire ce qu'il veut pour le moment. En entendant cela, il soupire car il a beaucoup à apprendre sur le nouveau monde, et il semble que son nouveau corps ne sera pas très utile. Il sort le téléphone de Joe pour avoir une meilleure idée de la vie du garçon. Tout d'abord, il constate qu'il n'a reçu aucun message ni appel de sa famille. Mais lorsqu'il ouvre le texte de sa sœur, ce qu'il voit le laisse complètement sans voix. Elle lui a envoyé un texto il y a quelque temps pour qu'il vienne le plus vite possible, car leur mère était tombée dans le coma. Plus tard à l'hôpital, il ouvre grande la porte, en suspens. À l'intérieur, il voit une fille qui semble être sa sœur, penchée et profondément inquiète devant le lit de leur mère. Il lui faut un moment pour se rendre compte que l'atmosphère est douloureusement inconfortable, ce qui est logique puisqu'il ignorait sa sœur auparavant. Il s'approche d'elle et regarde la femme dans le lit, qui est censée être sa mère. Il n'arrive pas à croire à quel point son état est mauvais par rapport aux souvenirs qu'il a d'elle en tête, et il se demande si tout est de la faute de Joe. Avec un air coupable, il s'excuse auprès de sa sœur pour son retard et demande comment va leur mère. Mais elle sourit juste avec colère, demandant quelle excuse boiteuse il va lui donner cette fois. Il répète toutes les excuses stupides qu'il a avancées dans le passé concernant l'entraînement et l'invocation de démons. Soudain, lui éclate-t-il, incapable de croire qu'il ne peut même pas sortir voir sa mère, qui est tombée dans le coma parce qu'elle s'est écrasée jusqu'aux os pour rembourser ses emprunts. Il se tait quand elle dit que leur mère a failli mourir parce qu'elle n'avait plus d'argent pour payer les factures d'hôpital après avoir remboursé sa dette interminable. Après avoir tout évacué, elle lui dit qu'ils en ont assez et lui remet une carte avec 6 mois de dépenses, disant qu'elle s'occupera elle-même de leur mère. Sûre et confusion, demandant ce que cela signifie. Comme sœur dit calmement qu'il est mort pour elle. Plus tard à l'extérieur, Goldfinger ressent ses sombres émotions et demande pourquoi les paroles de la jeune humaine l'ont autant blessé. Le démon lui assure que ce n'est pas lui qui l'a causé, mais il se souvient que la sœur de Joe lui a rappelé son moi pathétique, qui avait déjà commis la même erreur. Cela fait rire son patron et il lui dit de ne pas laisser cela retarder son plan. En entendant cela, Joe lui demande si devenir plus fort résoudra tous ses problèmes. Et le démon confirme qu'ils partiront tous s'il prouve qu'il a ce qu'il faut. Avec cela, il est pleinement déterminé à commencer son arc d'entraînement. Pendant ce temps, dans une discothèque, le patron de ce collectionneur dit à sa secrétaire de faire travailler son équipe rapidement, car ses clients n'attendront pas. Mais sa secrétaire l'informe qu'un étudiant a en fait tabassé 3 de leurs gars. En entendant cela, le gangster se souvient que ces hommes avaient tenté d'encaisser le paiement avant la date limite et avaient ruiné sa réputation. Son secrétaire dit qu'il va leur donner leur punition, mais il explique aussi que c'est un problème sérieux car l'étudiant a battu des gars qui étaient bien au-dessus de son niveau. Cela attire toute l'attention du patron, et chacun récupère rapidement le rapport avec le profil de Joe dessus. Il pense que le garçon est bien plus fort qu'il ne le laisse paraître, car aucune compétence ne peut permettre à un niveau 2 de gagner contre un niveau 3. Finalement, il ordonne à sa secrétaire de garder un œil sur le garçon. La scène passe ensuite à notre héros en train de faire un jogging matinal. Son sympathique voisin lui propose de bonnes affaires sur les suppléments. Mais il dit au vieil homme qu'il reviendra plus tard. En voyant à quel point il est énergique, l'homme se demande s'il a peut-être une petite amie ou quelque chose du genre. Comment? Cependant, Joe a été occupé à s'habituer à son corps et à se faire braquer, tout en collectant des informations depuis qu'il a été libéré. Il apprend que les personnes dotées de capacités sont appelées des oracles et qu'il s'est lourdement endetté à cause des suppléments pour obtenir un coût plus élevé et un bras dans un rein. Bien qu'il ne soit pas sur du plafond, il est devenu assez gonflé avec seulement quelques jours d'entraînement et de drogue. Alors qu'il réfléchit, quelqu'un l'appelle. Et quand il décroche le téléphone, la voix de l'autre côté lui crie qu'il a oublié de revenir comme leur professeur l'a demandé. En entendant cela, notre garçon se souvient soudain qu'il les a complètement fantômes. Le lendemain à l'école, il apprend qu'il y a 6 rangs de A à
eux. Et il faut atteindre le plus haut niveau de son rang pour passer au suivant, ce qui demande des efforts monstrueux. En raison de l'énorme différence, le monde est divisé en 5 couches où les rangs E et la plèbe normale comme lui se trouvent dans les zones les plus éloignées. Pendant ce temps, le rang D et les niveaux supérieurs se trouvent dans la couche interne. Réalisant qu'il est un déchet de niveau inférieur, il décide de devenir plus forte aussi vite que possible afin de pouvoir entrer rapidement dans les couches intermédiaires. Soudain, un néandertalien le frappe par derrière avec un coup de poing, et lui rit au nez. Son copain plaisante en disant que notre garçon a l'air si faible qu'il pourrait probablement le frapper, même s'il est un oracle de niveau 1 comme eux. En entendant cela, notre garçon est ennuyé que des singes comme eux existent encore dans ce monde. À ce moment-là, le professeur arrive en classe. Plus tard, dehors, il s'étire et pense que sa vie scolaire se passe plutôt bien jusqu'à présent. À ce moment-là, quelqu'un l'appelle par derrière. Quelques minutes plus tard, Booger Guy est choqué de voir notre garçon se battre avec le gars le plus fort de sa classe. Son copain n'est cependant pas surpris, puisqu'il a l'habitude de voir Joe se battre. L'intimidateur dit à notre héros qu'il est devenu trop arrogant pour son propre bien, simplement parce qu'il a obtenu de bonnes notes aux examens écrits. Il dit que la vraie valeur d'un oracle vient de sa force, et que sa force de niveau 1 est une poubelle. En entendant cela, Bro rappelle à l'intimidateur qu'il est également un déchet de niveau 1, ce qui rend l'intimidateur tellement en colère qu'il lance un violent crochet. Joe attrape sans effort le poing d'une main et tord le poignet de l'autre, lui demandant s'il a fini de japper. Le gars en colère n'arrive pas à croire qu'il est maîtrisé par lui, et il se demande si Joe est également devenu plus grand qu'avant. Ensuite, Joe lui renvoie les mots du gars, ce qui renforce le tout, puis demande poliment la permission de lui briser le visage. Tandis que le gars transpire beaucoup en pensant qu'il va se faire tabasser. L'entraîneur apparaît soudainement et devient furieux contre notre garçon parce qu'il cause des problèmes dans sa classe. L'entraîneur a l'air toujours aussi irrité et demande s'il envisage de semer le trouble dès son retour. Notre garçon affiche le visage le plus innocent qu'il puisse avoir et prétend qu'il ne faisait que jouer. L'intimidateur lui libère la main et lui dit de la lâcher. Voyant que les choses se calment, le coach prévient une dernière fois notre héros et ordonne à tout le monde de se mettre en file d'attente pour les tests. Peu de temps après, les étudiants se rassemblent à côté d'une barre de traction tandis que l'entraîneur Gigia commence à parler. Il les vante du prochain tournoi contre d'autres écoles, promettant que de bons résultats apporteront non seulement la gloire à l'école, mais ouvriront également les portes aux académies d'élite. À la fin de son discours, il commence sans vergogne à brancher ses suppléments miracles en arnaqueur qu'il est. Le défi commence lorsque l'intimidateur effectue 50 tractions en une seule fois. Qui n'est pas impressionné et dit que cela ressemble plus à un défi TikTok qu'à un test sérieux. À ce moment-là, une voix l'interpelle, lui demandant s'il va bien. Le délégué de classe admet qu'elle était inquiète car il a ignoré ses messages pendant des jours. Essaie rapidement de le dissimuler, disant qu'elle était juste curieuse à son sujet, mais notre garçon la rassure que rien ne s'est passé. Changeant de sujet, elle demande pourquoi il refuse d'acheter les suppléments louches du professeur. Joe répond sans embâche qu'il est fauché. Il essaie de l'avertir des conséquences s'il saute l'achat. Mais son nom est appelé avant qu'elle puisse terminer, lui souhaitant bonne chance et la renvoie. Elle ne réussit que 25 tractions avant d'échouer, mais l'entraîneur se souvient qu'elle lui a acheté 2 bouteilles et fait grimper comme par magie son score à 35. Tout à coup, notre garçon comprend que c'est la véritable raison pour laquelle chaque étudiant a acheté ces cochonneries hors de prix en premier lieu. Sinon, il risquerait d'être expulsé. Finalement, Joe s'avance pour son tour au bar. Le coach plisse les yeux, pleinement conscient que notre héros n'a jamais acheté une seule bouteille. Le sourire tordu apparaît sur son visage alors qu'il décide de lui donner l'exemple en ne achetant pas ses produits trash. Pendant ce temps, Joe étudie la barre de traction et les protège-poignets, notant qu'ils semblent normaux à première vue, mais qu'il doit y avoir une astuce derrière eux. Dès qu'il saisit la barre, ses yeux s'écarquillent et sont choqués. Son corps semble soudainement plus lourd et il se rend vite compte que les cristaux incrustés dans les protège-poignets ajoutent du poids supplémentaire. Malgré tout, notre garçon refuse de céder. Réalisant que les cristaux doivent avoir une limite de poids. En poussant à travers, il commence à pomper des répétitions, comme si de rien n'était. Les autres étudiants regardent avec incrédulité. Seigneur, que les soi-disant faibles les surpassent facilement. Ils perdent la tête lorsque Joe dépasse une centaine de répétitions, criant qu'il doit être au moins de 2e niveau. Et il lâche enfin le bar, une foule l'assaille, le harcelant de questions sans fin. Pendant ce temps, l'entraîneur est figé, se demandant si le garçon a secrètement pris des stimulants. La peur s'installe lorsqu'il se rend compte que les étudiants n'auront peut-être plus besoin de ces suppléments sommaires. À ce moment-là, il esquisse un sourire diabolique, préparant un vilain plan pour notre héros. La scène passe au principal, qui est furieux lors d'un appel téléphonique au sujet de l'annulation de leurs événements de 2e niveau. Il fait valoir que l'école est sous-financée et se débrouille à peine avec les étudiants du 3e niveau. L'homme à l'autre bout du fil répond sans embâche que le système recherche des oracles d'élite, c'est pourquoi l'argent est canalisé vers les meilleures écoles.
en claquant le téléphone. Le directeur fait face avec frustration, réalisant que l'école n'a pas les fonds nécessaires pour produire un seul oracle d'élite. Ses yeux tombent sur un cristal noir enfermé dans une vitrine alors qu'il se creuse la tête pour savoir comment maintenir l'école en activité. La pensée est interrompue lorsque la voix de coach Gigi appelle depuis l'extérieur du bureau. L'entraîneur entre et dresse fièrement une liste de noms qui, selon lui, deviendront des oracles d'élite. Le directeur parcourt le journal et voit immédiatement que chacun d'entre eux est à peine de premier niveau, et pourtant l'entraîneur les vend comme des prodiges. L'entraîneur dit alors qu'il y a un élève qui n'est pas apte à devenir oracle, et le directeur mord à l'hameçon en demandant de qui il s'agit. L'histoire revient à notre héros, se dirigeant vers le bureau du directeur avec le démon qui s'attarde à ses côtés. Le livre maudit demande ce qu'il a tiré cette fois, mais Joe reste silencieux. Debout devant la porte, il se souvient à quel point la réputation du directeur est mauvaise et espère que rien de laid ne sortira de cette réunion. Juste au moment où il attrape la poignée, des flammes éclatèrent devant lui, le prenant complètement au dépourvu. Le démon s'illumine, ravi que le souhait déclenché qu'il a mentionné plus tôt soit enfin apparu. Il ordonne à Joe de retrouver l'objet rapidement, mais Joe commence à se plaindre du timing ridiculement mauvais. Ses pensées sont interrompues lorsque le directeur lui-même brise le silence, lui disant d'arrêter de perdre du temps et de rentrer déjà. En entrant, Joe demande poliment pourquoi le directeur l'a appelé. L'homme feuillette son dossier scolaire puis demande à l'élève ce qu'il pense qu'il faut pour devenir un oracle. Sans attendre de réponse, le directeur répond lui-même en disant que tout est une question d'argent. Il dit alors à Joe, sans aucune hésitation, d'arrêter maintenant tant qu'il est encore en avance. La couleur disparaît de son visage. Et le directeur poursuit en expliquant que le coût de développement d'un oracle est bien trop élevé. Il insiste sur le fait que Joe n'est qu'un enfant fauché qui ne peut pas survivre ici à long terme. Dans sa tête, il pense qu'il vaut mieux réduire les pertes avec les étudiants faibles maintenant, et il est même prêt à rembourser les frais de scolarité. Joe prend quelques secondes pour traiter la situation. Pendant ce temps les démons je m'en vais. Large alors qu'il réalise soudain que le cristal est l'objet et dit à notre héros de l'attraper. Murmure doucement au livre maudit de s'en emparer lui-même, mais le démon lui rappelle immédiatement qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour agir. Géo fait une pause, perdu dans ses pensées, réalisant qu'il doit absolument entrer dans la zone centrale de la ville, ce qui signifie qu'il ne peut pas se permettre d'être expulsé d'ici, quoi qu'il arrive. Il se stabilise et rappelle qu'aucun étudiant de cette académie n'a jamais dépassé le niveau E2, c'est exactement pourquoi ces étudiants sont considérés comme si précieux. Notre garçon demande alors au démon s'il peut décider de la récompense de cette mission. À ce moment-là, le démon comprend ce que Joe prépare. Mais avant qu'il puisse parler, Joe l'interrompt et déclare qu'il veut la compétence Barrow Power. Goldfinger explose, lui criant dessus, lui rappelant à quel point ce choix est insensé et dangereux, mais notre garçon est enfermé. Il soutient que s'il finit par être expulsé, le souhait du démon pourrait ne jamais se réaliser et exige que le livre maudit lui fasse confiance. À contre-cœur, Goldfinger cède et admet que quoi qu'il arrive à partir d'ici, on ne peut pas lui imputer la faute. Un panneau lumineux se matérialise devant Joe, lui demandant s'il veut la compétence de pouvoir d'emprunt. Il accepte instantanément sans hésitation. Il répond fermement qu'il souhaite que le directeur évalue à nouveau son niveau et décide ensuite seulement. Le principe secoue la tête face à cette demande désespérée, mettant quand même la main sur contact. Il note que la force de Joe est supérieure à ce que suggère le dossier, mais pas encore assez pour rester. Fermant les yeux, Joe réalise que c'est sa dernière chance et essaie désespérément d'absorber autant d'énergie stellaire que possible. Il commence alors à émettre une aura pure. Choqué le directeur. Même le démon est pris par surprise puisqu'il ne s'attendait pas à ce que l'énergie de l'enfant dépasse le pouvoir qu'il lui a prêté. Le directeur recule sous le choc en essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Il se rend compte que Joe a réussi à percer et à atteindre le 4e niveau tout à l'heure. En grinçant des dents, l'homme retrouve son et appelle notre garçon, lui disant de participer au prochain tournoi scolaire. Joe blinque et surprise, essayant de comprendre pourquoi le ton du directeur a changé si soudainement. Une fois la poussière retombée, il comprend que le gars veut probablement traîner Lee à l'école hors des poubelles et l'utiliser pour se montrer devant le département de l'éducation. Le directeur admet que pour joindre les deux bouts, il voulait éliminer les étudiants inutiles, puis s'excuse d'avoir surpris Joe dans ce pétrin. En récompense, il lui accorde une bourse complète ainsi que 6 flacons de suppléments chaque semaine. Il dit clairement que notre héros doit représenter son école, car tout l'avenir de l'académie repose sur lui. Réalisant à quel point l'homme est désespéré, notre garçon tire et demande s'il peut avoir le cristal noir sur l'étagère. Le principe explique qu'il soit sculpté dans du Black Star Crystal, ramené à l'origine par le chef précédent, et qu'il représente la foi de l'école. Mais, puis il soupire que si l'école s'effondre, son symbole ne signifie rien, alors il accepte de la céder. Notre héros répond avec confiance, promettant qu'il donnera tout pour remporter le tournoi. Le directeur change ensuite de sujet et demande comment il est devenu aussi fort. Joe joue avec désinvolture, disant qu'il cachait sa force tout le temps. Le directeur s'étouffe presque, pensant que masquer un niveau est le geste ultime d'un joueur professionnel, et jure qu'il n'en soufflera mot à personne. À ce moment-là, une femme entre dans le bureau et le directeur lui demande d'escorter Joe jusqu'à la classe élite. Peu de temps après, elle explique que tout le 2e étage est réservé aux élites. Changeant de sujet, elle demande avec désinvolture quel genre de lien il a avec le directeur, mais Joe ignore la question sans rien lui dire. À ce moment-là, l'entraîneur Gigi arrive en trombe à toute vitesse. Il s'excuse, disant qu'il a supplié le directeur de
reconsidérer sa décision, mais cela n'a servi à rien. L'enseignante l'interrompt, précisant que Joe n'est pas du tout expulsé et qu'il est en fait transféré dans la classe d'élite. Elle ajoute que le directeur est désormais à sa recherche, ce qui fait perdre toute couleur au visage des entraîneurs. Plus tard dans la nuit, il se traîne vers son petit appartement et s'écrase sur le lit. Il marmonne pour lui-même, se demandant comment diable un enfant fauché comme lui est censé atteindre le niveau 4 dans un laps de temps aussi court. Le démon intervient immédiatement, lui rappelant la mission à accomplir. Goldfinger prévient que son pouvoir ne trompera pas les humains pour toujours, et il admet qu'il l'avait déjà compris. Pourtant, il pense qu'il a reçu des suppléments gratuits et a évité l'expulsion, donc la vie ne s'annonce pas trop mal en ce moment. En regardant son téléphone, il se rend compte que la véritable crise reste la montagne de dettes. Et il doit élaborer rapidement un plan pour gagner de l'argent. Le lendemain à l'école, a l'air plus déprimé que jamais. En regardant autour de lui la zone poussiéreuse et délabrée, il se demande dans quel genre de décharge il vient d'entrer. Sorti de nulle part, quelqu'un l'appelle. Un homme fait signe de loin, lui disant de venir avec un grand sourire. Il entamait une conversation et l'homme s'excuse de ne pas l'avoir trouvé plus tôt car il est toujours plongé dans ses devoirs en classe. Le gars se présente comme étant le professeur Zhang et Joe demande immédiatement s'il est vraiment le seul professeur ici. Zhang se gratte la tête, admettant que l'école ne se porte pas très bien et qu'il est le seul affecté à la classe avancée. Il ajoute qu'ils utilisent la section la plus intérieure pour l'entraînement, c'est pourquoi les halls extérieurs ne font que ramasser la poussière. Pousser la porte. L'enseignant rassure Joe de ne pas s'inquiéter, insistant sur le fait que les installations sont toujours de premier ordre. Il promet même que les choses ne seront jamais ennuyeuses. Tandis que notre héros regarde avec admiration. L'intérieur ne correspond pas du tout à l'extérieur et ressemble à une salle de sport de classe mondiale. Son professeur explique que les élèves font tous de l'auto-formation et propose de le présenter. Il trouve que l'endroit ressemble à un club de fitness 5 étoiles, avec des étudiants pleins d'énergie. Bien qu'il en attrape quelques-uns en lui jetant des regards de côté. Son professeur appelle alors tout le monde pour présenter le nouveau venu. S'incline poliment et les salue avec respect. Mais un type aux cheveux roux à l'arrière crée immédiatement des ennuis. Ses bras avec un sourire narquois. Il se moque de Joe, lui disant d'abandonner l'acte et d'admettre qu'il a utilisé ses relations pour entrer. Le professeur lui crie dessus, criant à Wenao de se comporter et expliquant que Joe a été transféré uniquement sur la base de ses compétences. Le gars ne l'achète pas. Il plisse les yeux comme un prédateur repérant une proie facile et défie Joe dans un combat sorti de nulle part. Les étudiants s'illuminent instantanément, ravis d'assister à un duel pour la première fois depuis des lustres et commencent à répandre des rumeurs. Une étudiante blonde au fond demande ce qui se passe, et une fille aux cheveux roses explique qu'une bagarre est sur le point d'éclater. Cela suscite l'intérêt du blond, et il en demande rapidement plus sur ce soi-disant étudiant transféré. De retour avec notre héros, le professeur lui conseille de refuser le défi, mais Joe accepte sans hésiter. Il ajoute calmement qu'il est d'accord avec le match, tant que la force meurtrière n'est pas à l'ordre du jour. Pendant ce temps, au bureau de l'école, le directeur est presque en train d'éclater, exigeant de savoir si le petit nouveau est déjà en train de se battre. L'enseignant explique lors d'un appel que notre garçon a accepté le défi de Winhouse. De retour au combat, aucun des deux camps ne recule devant l'autre dans Farm Madora. Le directeur trouve cela étrange, mais pense que l'enfant veut juste connaître son niveau actuel, alors il autorise le duel à avoir lieu dans l'arène. Quelque temps plus tard, les deux élèves se tiennent derrière des pupitres séparés pendant que l'enseignant passe en revue les règles. Premièrement, il ne peut y avoir aucune interférence extérieure et deuxièmement, les deux combattants doivent concourir au même niveau d'étoile. Lorsqu'O a du mal à croire que Joe est réellement aussi un oracle de rang E, leur professeur termine alors les instructions, leur rappelant fortement qu'il est absolument interdit de frapper des points vitaux. Les deux adversaires commencent à tourner autour l'un de l'autre tandis que le professeur leur rappelle que la force meurtrière n'est en aucun cas autorisée. Il ajoute que celui qui perd ne peut pas riposter par la suite, quel que soit le résultat. Un coup franc au visage ou une reddition mettra immédiatement fin au duel. D'un geste de la main, leur professeur signale le départ, en espérant finir rapidement quand comment facturer, et viser droit vers son cou. Il ne bronche même pas et lui attrape le bras, le rejetant complètement. La rousse se balance instantanément à nouveau, réalisant que ce type pourrait en fait être la vraie affaire. Lorsqu'O déclenche un barrage de frappes incessantes, Joe passe chacune d'entre elles avec une précision calme. Frustré, comment soudainement change de vitesse et essaie de donner un coup de pied. La jambe se tord dans les airs, et le roux déclenche son mouvement signature, Wind-Up Kick. Joe parvient à bloquer avec son bras, même si le roux sourit, supposant que le match est décidé maintenant. Dans cette même position, il le surprend avec un coup de pied vif visant Win au neck. La rousse essaie de se remettre, se demandant comment diable ce type connaît même les arts martiaux. Se rattraper avant de tomber, alors qu'à son avis, la seule chose qui compte maintenant est de protéger son visage à tout prix, mais au moment où il se retourne, Joe lui tape calmement le nez avec son poing fermé. Avec un sourire narquois, il demande si cela signifie la victoire, laissant quelqu'un à quel point il est gelé et incrédule. L'arène reste un moment silencieuse, jusqu'à ce que le professeur Jong déclare officiellement
Joe vainqueur. Alors qu'il ne pouvait pas croire qu'il avait réellement perdu face à quelqu'un. Et tout le monde est surpris du résultat choquant du match. Il pense que notre garçon est tout simplement trop fort. En attendant, il pense que le match s'est terminé beaucoup trop vite, mais il a quand même réussi à en tirer une leçon. Il demande ensuite quand et comment s'il a des plaintes maintenant. En voyant le match, l'entraîneur n'en croit pas ses yeux car Wendo est une élite qui a suivi une formation professionnelle, mais il a quand même perdu contre un gars qui vient tout juste d'être promu dans la classe élite. Il pense que notre garçon a un talent caché exceptionnel, et c'est la raison pour laquelle le directeur lui avait dit d'accorder un traitement spécial aux enfants. Soudain, le directeur apparaît et félicite notre garçon, lui disant de le suivre parce qu'il veut parler de quelque chose d'important. La fille aux cheveux roses est étonnée de voir ce site. Alors que le gars aux cheveux jaunes dit qu'ils ont absolument besoin d'un gars comme lui et de leur équipe solide, le directeur demande à notre garçon s'il aime la classe élite, et il répond qu'à part l'enthousiasme excessif des élèves, ce n'est rien de vraiment spécial. Le directeur dit qu'il s'y habituera, car l'effort attire toujours l'attention. Il lui conseille également de se concentrer sur sa formation et l'école fera tout son possible pour l'aider. En entendant cela, notre garçon pense que le directeur lui fait désormais confiance. Il décide donc de demander s'il connaît des moyens permettant aux étudiants de gagner de l'argent rapidement. Mais il lui dit plutôt de continuer à se concentrer sur la formation afin de pouvoir gagner plus d'argent à long terme. Et l'école peut également l'aider financièrement si sa famille traverse une période difficile. Notre garçon lui dit que ce n'est rien de tout cela et pense que maintenant il doit trouver un autre moyen. Lorsqu'il s'entraîne au gymnase, il se rappelle qu'il doit être prudent, car l'école a des politiques très strictes en matière de prêts étudiants. Il se demande où il peut apprendre à gagner un peu d'argent supplémentaire. Mais soudain, le gars aux cheveux jaunes apparaît devant lui et le complète sur le match. Il demande ensuite à notre garçon qui il est, et il lui pose la même question. Pendant ce temps, la fille dit à Shen qu'il est impoli, et elle s'excuse auprès de notre garçon qui est parfois un peu ennuyeux. Elle se présente en disant qu'elle s'appelle Sue et que la douleur dans son côté est Shen. Il lui dit qu'ils sont tous les deux ses aînés et qu'ils peuvent l'aider s'il est confus à propos de quoi que ce soit. Vous savez, un gars dit alors qu'il forme désormais une équipe et qu'il est le chef d'équipe, donc il prendra personnellement bien soin de lui. Il interroge ensuite notre garçon sur la technique de combat qu'il a utilisée contre Wenao, mais notre héros dit qu'il ne sait rien du tout de ces techniques. Le chef est surpris lorsque notre garçon lui dit que le mouvement qu'il a utilisé n'était qu'un réflexe. Il dit que Wena sera furieuse quand il découvrira cela, et Su dit rapidement qu'elle lui expliquera. Elle explique que les techniques de combat sont des super mouvements spéciaux qu'une personne apprend à partir de parchemins ou de pierres de mémoire, et que plus on les maîtrise, plus ils deviennent forts. Il en existe de nombreux types différents, et les combattants puissants combinent ces techniques dans leur style de combat. Shen lui dit alors que Wenao a utilisé une technique de combat de rang D dans le match, connue sous le nom de coup de pied au crochet. En entendant cela, notre garçon pense que cela doit être la raison pour laquelle il n'a pas pu bloquer le coup de pied correctement, et il aura plus de chances de gagner s'il parvient à acquérir une telle technique. Il demande s'ils sont rares. Et le chef explique que leur rareté dépend des rangs. L'école leur enseigne les bases, mais ils ne peuvent apprendre les puissants qu'à deux conditions. Soit ils les achètent, soit quelqu'un les partage avec eux, mais ils sont très chers. Sur le marché actuel, même une technique de base de rang D peut coûter environ 500 000 $. Les montrer tous les deux lui dit qu'ils ont une technique de combat, et ils peuvent lui montrer s'il veut la voir. Montrer aux choses que ces deux-là doivent être vraiment riches parce qu'une somme aussi énorme n'est rien pour eux. Soudain, il lui vient à l'esprit qu'il peut les interroger sur les différentes manières de gagner rapidement de l'argent. Il leur demande s'il existe un moyen rapide de gagner de l'argent, mais il répond qu'il ne veut rien faire d'illégal comme braquer une banque. Et lui dit que sa seule option est le quartier des eaux noires. Mais Su lui dit rapidement de ne pas dire de telles bêtises. Il dit ensuite qu'il a entendu dire que tout peut arriver là-bas, mais que l'école interdit aux élèves d'entrer dans ce quartier. Après cela, le chef demande à notre garçon de combien d'argent il a besoin pour la technique, et il répond autour de 300 000. Tous deux vérifient immédiatement leur compte, mais ils sont complètement fauchés. Pendant ce temps, notre garçon pense qu'il ira de toute façon visiter le district de Blackwater après l'école, car il a vraiment besoin d'argent en ce moment. Il atteint le quartier par, en utilisant les cartes, pense que c'est vraiment proche de chez lui. Personne ne peut penser qu'il est étudiant parce qu'il ne porte plus son uniforme. Il demande même au patron ce qu'il pense du quartier, mais il ne reçoit pas une seule réponse. D'après ce qu'il a entendu, les zones extérieures n'ont pas de combattants puissants et son niveau de puissance est égal à celui d'un oracle de niveau 4, il peut donc facilement affronter n'importe qui. Si la situation empire, il est sûr qu'il pourra au moins s'enfuir en toute sécurité. Après avoir regardé de plus près autour de lui, il pense que cette zone a définitivement été abandonnée et se demande si c'est vraiment la zone miracle. Mais il peut encore voir de faibles empreintes de pas autour, qui le conduisent vers un chemin secret caché. Eden Finally reach the Miracle Zone after. En parcourant soigneusement le sentier. Dans la zone miracle, notre garçon
garçon voit l'environnement sale et toutes les transactions louches. Il pense que personne ne parle de cet endroit parce qu'il n'y a pas de loi et que tout peut être fait pour faire du profit. Après avoir vu toutes ces choses, il a une lueur d'espoir qu'il pourra vraiment gagner assez d'argent pour payer sa dette. Soudain, il demande aux voyous pendant combien de temps ils envisagent de le suivre. L'un des crétins le complimente pour son instinct aiguisé et dit qu'il envisageait de frapper alors qu'il était complètement imprudent. Mais maintenant, la situation a changé et il va le tabasser devant tout le monde. Il dit qu'il a déjà vu beaucoup de garçons comme lui, des enfants riches qui viennent dans le district de Blackwater déguisés et deviennent ensuite des proies pour eux. Joe pense qu'il est une sorte d'idiot parce qu'il est lui-même complètement fauché. Le Gaun dit alors qu'il est un oracle donc cela ne servira à rien s'il tente de s'échapper. Il lui dit que s'il veut vivre, il doit simplement suivre ses ordres et vider ses poches. En entendant cela, notre garçon lui dit qu'il est vraiment impoli. Et d'un seul coup, il assomme soudainement le chef. Les deux autres sont énervés qu'il a assommé le leader parce qu'il ne faisait pas attention. Tous deux se précipitent droit vers lui pour le piquer. Soudain, des caisses en bois tombent sur eux deux. Et une fille mystérieuse attrape rapidement la main de notre garçon et lui ordonne de l'accompagner. Tous deux s'enfuient de là et atteignent un endroit sûr et caché. Dosh la remercie pour son aide, mais en réalité ce n'est qu'une nuisance pour lui car après avoir battu les deux gars il comptait les interroger. Après avoir dit cela, elle panique soudainement parce qu'elle se souvient qu'elle doit faire profil bas. Il lui demande s'il la connaît réellement, mais il change de sujet en disant qu'elle vient de lire son nom sur son col. Après avoir remarqué l'étiquette de nom, voici, le supprime immédiatement. Il pense que c'est une bonne chose que la fille ne le connaisse pas, car il n'a jamais réalisé que son nom était écrit sur son col depuis le début. Il la pense pour lui avoir dit cela, alors qu'elle est juste heureuse de ne pas avoir révélé sa véritable identité. Il lui conseille de bien cacher ses informations car cette zone est vraiment dangereuse, puis lui dit qu'elle va le faire sortir d'ici. Mais notre garçon refuse son offre car il est là pour gagner de l'argent. Il décide qu'il devrait s'en aller car si elle découvre qu'il est étudiant, alors il aura de gros ennuis. Quand Joe part, elle pense qu'elle sait définitivement qui il est et se demande ce qu'un étudiant fait dans la zone miracle. Lorsqu'elle l'a touché, elle a ressenti une sensation étrange, à cause de laquelle elle pense qu'il est déjà devenu un oracle. Pendant ce temps, notre garçon achète un masque pour couvrir le sien. Visage pour que son identité ne soit divulguée nulle part. Quand il pense qu'il n'a trouvé aucun moyen de gagner de l'argent, un étranger s'approche de lui et lui dit qu'il est le guide touristique local. Et il peut répondre à toutes les questions qu'il se pose. En entendant cela, notre garçon est intrigué et lui demande s'il connaît un endroit où il pourrait gagner rapidement de l'argent. Le guide est vraiment content car il pense avoir augmenté le nombre de personnes d'un et dit fièrement à notre garçon de le suivre. Emmène Joe dans une arène de combat, où il demande s'il s'agit d'un club de combat clandestin. Le guide dit qu'il a raison et que c'est le moyen le plus efficace de gagner de l'argent rapidement. Il explique qu'aujourd'hui, le gagnant recevra le prix en argent, ainsi qu'un montant spécifique provenant des paris placés. Il dit que les oracles se joignent également à ces combats, donc ces matchs sont à haut risque et à haute récompense. Après avoir jeté un œil au combat en cours, il pense qu'il a définitivement une chance de tout gagner. Le guide demande à notre garçon s'il veut participer, car il peut lui procurer des jetons. Il lui dit qu'il tentera de toute façon sa chance pour remporter le prix. À la suite de notre garçon, la mystérieuse fille entre également dans le club de combat et commence à le chercher. Soudain, elle voit notre garçon debout à l'intérieur du ring et se demande ce qu'il fait ici. Le gars agit de manière très puissante devant Joe, disant qu'il est un combattant assis. Mais notre garçon l'assomme d'un seul coup. La foule pense que c'est ennuyeux, car tous les combattants sont assommés d'un seul coup de poing. Notre garçon pense qu'il devrait mettre fin à cela le plus tôt possible. Et il s'occupe également des deux prochains combattants juste après. Voir ces combats. Le patron du club est tout confus car il ne l'a laissé se battre que parce qu'il avait l'air faible. Le laquais lui dit qu'après avoir regardé tous ces combats, tous les combattants ont déclaré forfait, et les clients réclament des remboursements car ils pensent que tous ces matchs sont une mise en scène. Immédiatement, le patron demande à ses subordonnés d'organiser un match spécial, car il ne le laissera pas repartir avec tout l'argent du prix. Pendant ce temps, il bat son dernier adversaire et demande s'il peut maintenant avoir le prix en argent. L'annonceur dit que la foule est toute excitée par ces matchs, c'est pourquoi ils ont organisé un match spécial. Notre garçon pense qu'ils n'ont jamais prévu de remettre le prix en espèces. En revanche, les laquais sortent un chariot, auquel un monstre est attaché. L'annonceur dit que le match spécial sera contre le Niflan, également connu sous le nom de Frick, et en le voyant, Joe est véritablement surpris. Les PNJ le détachent du chariot et le monstre tombe au sol comme un cadavre. Il sort immédiatement du ring et le verrouille fermement. Mon frère reste là, pensant à ce qui se passe. Un air vraiment menaçant sur son visage. Le gros gars dans la foule réconforte sa copine en lui disant qu'il peut facilement battre le monstre d'un seul coup de poing, mais en réalité, il a presque pissé dans son pantalon après avoir vu cette bête. La mystérieuse jeune fille se demande comment quelque chose comme ça pourrait être ici. Elle sait que Joe ne peut pas gérer cela tout seul et qu'elle peut le sauver grâce à ses capacités, mais sa couverture sera alors détruite et ses plans divulgués. Pendant ce temps, notre
notre garçon trouve dommage que le patron ne soit pas là à un tel moment, et il va certainement avoir du mal à vaincre ce monstre. Lorsqu'il le regarde dans les yeux, il a l'impression d'être une proie et le monstre est le chasseur. Son sixième sens lui crie de s'enfuir, car cette chose est extrêmement dangereuse. Le monstre se précipite vers notre garçon pour lui porter un coup mortel, mais notre garçon utilise son instinct pour esquiver l'attaque. Et il serait mort s'il ne l'avait pas fait. Après cela, il décide qu'il doit devenir sérieux s'il veut survivre. Le monstre le pousse dans un coin. Et voyant cela, Joe décide qu'il doit en finir le plus tôt possible. Il emprunte de la force pour augmenter son niveau. Et il frappe le monstre directement dans le sol. Le monstre est là et il pense que le combat est terminé. Mais il attaque soudainement à nouveau, ce à quoi il échappe à peine. Il s'étonne que son attaque la plus puissante n'ait aucun effet sur lui, et il s'éloigne rapidement car il sait qu'il ne peut pas le vaincre au corps à corps. Se précipitant dans l'aréneson, Boy échappe à ses attaques et cherche une arme qu'il peut utiliser pour vaincre le monstre. Il brise alors la griffe du monstre, et l'utilise comme un poignard pour couper rapidement le cou du monstre. La coupure n'est pas assez profonde pour le tuer. Mais maintenant notre garçon peut réellement riposter. Il sait qu'il est beaucoup plus fort que le monstre, il peut donc le tuer s'il parvient à s'en approcher une fois de plus. Avec cette pensée, Joe se précipite en avant, mais le monstre libère un gaz mystérieux, qui s'avère n'être que de la vapeur. Le monstre utilise ce brouillard comme distraction, et attaque notre garçon de différents côtés. Il ne voit rien dans le brouillard, et le monstre profite de cette opportunité pour lui infliger des dégâts car il craint que notre garçon ne le tue au moment où il fait un seul mouvement. Notre garçon sait qu'il ne peut pas permettre cela car il sera tué si le temps est écoulé. Il décide qu'il utilisera tous ses sens pour confirmer sa localisation et enfin le tuer. Il se concentre dur dans un milieu. Il se verrouille sur l'emplacement du monstre. Après cela, il le saisit par la main, et le coupe proprement. C'est l'occasion dont notre garçon avait besoin pour porter le coup final, et il fonce droit dessus. Mais hélas, le temps est révolu, et son cœur commence à lui faire mal. Pendant ce temps, le monstre profite de cette opportunité pour le désarmer et le laisser. Frappe avec sa langue pour porter un coup mortel. Notre garçon n'a toujours pas abandonné. Décide de dépasser ses limites. Il emprunte à nouveau de la force et attrape le monstre par la langue. Et il le lance en l'air et l'attrape par les deux mâchoires. Il utilise tout son pouvoir pour éventrer le monstre et finalement le tuer. Le patron demande nerveusement si le petit nouveau est finalement tombé, mais ce visage pâlit rapidement. À l'intérieur des tribunes de l'arène, la fille aux cheveux blancs regarde Joe avec de grands yeux, se demandant comment il a réussi à faire ça. Tenant toujours la tête du monstre, il couche directement dans l'appareil photo. Et ce regard mortel à lui seul donne des sueurs froides aux fonctionnaires. Le patron commence à paniquer, maudissant qu'il avait dépensé une fortune pour faire venir ce combattant, seulement pour que le garçon l'écrase comme si de rien n'était. L'annonceur se précipite pour récupérer, félicitant Joe et lui disant de suivre le personnel pour récupérer sa récompense. Quelque temps plus tard, dans les coulisses, une caisse RIF remplie d'argent se trouve devant lui. Le responsable explique que cela s'élève à environ 500 000 $. Il tend la main pour l'attraper, mais le patron la ferme brusquement. Avec un sourire louche, il déclare que l'accord a changé, que soit Joe devient un combattant permanent et obtient le montant total, soit il repart avec seulement un quart. Mon homme plisse les yeux et lui demande de répéter ça. Le patron craque, criant que tous les autres concurrents se sont enfuis après ce combat et que son précieux guerrier souffrait d'une perte de tête soudaine. Notre garçon répond que ce n'était pas leur accord initial. Il lui rappelle le terme selon lequel les combattants ne sont pas responsables si leur adversaire meurt sur le ring. Vous demandez à nouveau si ce n'était pas la condition convenue. L'aura de Joe à elle seule fait disparaître la couleur du visage de l'homme. Dégageant des ondes meurtrières, il exige le paiement intégral, sinon il y aura des conséquences. Après avoir entendu cela, le patron sort une arme pour le menacer, mais il ne cligne même pas des yeux. Et d'un seul geste, notre héros démonte l'arme et claque du doigt des malfrats. Hurlant de douleur, le patron ordonne à ses hommes de remplir le gamin de balles, alors que les laquais dégainent instantanément leurs armes, prêts à tirer. Il soupire simplement d'agacement, devenant visiblement plus irrité à chaque seconde. Dehors, la jeune fille aux cheveux blancs se tend alors que des coups de feu soudains éclatent. Un instant plus tard, un homme est projeté à travers la fenêtre, volant comme une canette de soda vide. En regardant le garde du corps inconscient au sol, la foule se demande si un film est en train d'être tourné. La jeune fille aux cheveux blancs soupçonne cependant que ce chaos est l'œuvre de Joe. Pendant ce temps, notre héros déchire les gardes du corps sans hésiter, indifférent au fait qu'ils ont des armes. Baltug lève son arme pour tirer, mais il se cogne la tête directement à travers le mur. Sortant en courant, il s'enfuit avec l'argent en main tandis que les voyous à l'étage crient l'ordre de le capturer. Alors qu'il sprinte dans les rues, il se rend compte qu'il atteint ses limites et que son corps ralentit. Ses blessures épuisent également lentement ses forces. Soudain, une main s'empare de son sweat à capuche et l'entraîne dans une ruelle étroite. Une fille d'avant lui met rapidement la main sur la bouche alors que les voyous se précipitent sans s'en apercevoir. Une fois la côte dégagée, elle lui dit qu'il est en sécurité et Joe reconnaît son visage plus tôt. Elle l'a frappé pour économiser ses forces, et lui dit qu'elle connaît une issue de secours cachée. En le guidant vers un tunnel, elle l'avertit que s'il ne bouge pas maintenant, les voyous boucleront tout le quartier et le captureront. Il essaie de répondre mais elle
l'interrompt en lui disant de bouger. Pas d'autre choix, pense-t-il, et s'élance dans le tunnel. Après son départ, elle tape sur son communicateur. À l'autre bout du fil, une voix en colère demande à savoir où elle a disparu. Elle l'ignore, disant à sa sœur de se taire et de mettre leur grand-père en ligne, car elle a trouvé quelque chose à signaler. La scène revient ensuite à Joe, qui parvient à peine à trébucher dans son appartement avant de s'effondrer sur le sol. À bout de souffle, il serre sa poitrine, luttant pour rester éveillé. Mais au moment où son corps brûle à bout de force, notre garçon finit par tomber au sol, inconscient. Il dérive dans un rêve dans lequel sa mère s'excuse d'avoir menti sur le fait d'aller mieux. La vérité est plus dure, il ne lui reste que quelques années au maximum. Il dit à son fils qu'elle ne voulait rien de plus que le voir grandir, rencontrer ses enfants un jour, passer un peu plus de temps ensemble. La maman de notre héros s'excuse encore de ne pas avoir la force de rester à ses côtés, et elle lui dit qu'elle l'aime plus que tout au monde. Des chiffres coulent sur son visage alors que le héros est ramené à la réalité. Ses yeux s'ouvrent brusquement, mais il se stabilise et regarde le ciel ensoleillé par la fenêtre. En se redressant, il se rend compte qu'il est toujours dans la maison de Joken. Le soulagement l'envahit de savoir qu'il est en vie même si c'est ce cauchemar d'enfance qui l'a réveillé. Puis une voix résonne dans sa tête, lui demandant s'il est enfin réveillé, le prenant au dépourvu. Il demande ensuite au démon où il se trouvait ces derniers jours, mais le livre maudit marmonne une excuse concernant les affaires. Au lieu de cela, il retourne la question, demandant ce qu'il a fait pour finir inconscient pendant 2 jours d'affilée. Avant qu'il ne puisse répondre, le démon reconstitue le fait qu'il s'est faufilé dans l'arène souterraine, a brûlé trop d'énergie et s'est affronté avec un monstre. Goldfinger explose, lui criant dessus pour avoir réalisé une cascade aussi imprudente. Il essaie de l'ignorer mais le démon persiste, avertissant que son pouvoir n'est pas suffisant pour le ramener une seconde fois. Il le presse de valoriser davantage sa vie puisque c'est sa deuxième chance après tout, et il ne peut pas la gâcher. Cela fait en fait sourire Joe, et il remercie le démon d'avoir veillé sur ses arrières. Goldfinger se détend un peu, puis admet que le monstre qu'il a combattu ne semble pas venir de ce monde. Et cette pensée rappelle à notre garçon la fille qu'il a rencontrée dans cet endroit maudit, mais il la met de côté parce que pour le moment, ce qui compte, c'est de passer au niveau supérieur. À ce moment-là, il se souvient de sa récompense de la nuit dernière, et ouvre immédiatement la mallette pour révéler ses piles de billets croustillants. Le démon se moque de lui parce qu'il a risqué sa peau pour de l'argent, mais il répond qu'au moins pour le moment, il n'a pas à s'inquiéter de ses dettes avant la fin du tournoi. Se regardant de haut, il dit qu'il doit soigner cette blessure avant de retourner à l'école. Se frottant la tête, il gémit sur le fait qu'il doit encore aller à l'hôpital, à la banque et en cours dans la même journée. À l'hôpital, le médecin l'examine et dit que la plaie guérira rapidement tant qu'il la gardera propre. Remarquant la rapidité de sa guérison, l'homme demande si notre garçon est un oracle, ce à quoi il répond oui. Immédiatement, le médecin change de sujet et tente de lui vendre un abonnement. Il l'abat instantanément, demandant à la place le médicament normal. Je me sentais soulagé que la langue du monstre ne soit pas venimeuse. Il regarde le médecin lui donner une pommade, mais dès qu'il prend le flacon, il se fige et regarde avec incrédulité. Il demande au médecin pourquoi la bouteille brille, mais l'homme lui lance un regard étrange, insistant sur le fait qu'il s'agit d'un récipient ordinaire. Mon guide ne l'achète pas une seconde, le voyant clairement briller dans sa main. Le médecin tente à nouveau de faire pression sur la corde d'adhésion, affirmant que les séances de conseil l'aideraient à soulager ses hallucinations induites par le stress, mais il ignore le psy. Dans le couloir, Joe remarque un étrange flux d'énergie partout. En tendant la main, il la voit briller plus fort et se rend compte qu'elle doit être liée à l'énergie des étoiles. Se souvenant du combat souterrain, il soupçonne que cette bataille a déclenché une sorte de réveil. Il sourit alors, pensant que s'il peut réellement ressentir l'énergie des étoiles maintenant, il pourra l'absorber beaucoup plus efficacement. À ce moment-là, un homme passe devant, rayonnant d'une aura verte brillante et Joe se force à agir normalement. Après le passage du gars, il jette un autre regard et a des sueurs froides, pensant que l'énergie de la star de cet homme est à un autre niveau. L'étranger aux cheveux verts fait une pause, sentant quelque chose et se demande s'il vient d'être scanné, mais il s'en remet. Sur son communicateur, une voix commence à lui souffler dessus, lui exigeant de retrouver immédiatement l'étoile extraterrestre. L'homme aux cheveux verts dit à la personne de se calmer, car il envisage de rester à travers le pays pendant un moment. La voix repousse, lui rappelant que la prophétie du boss a désigné l'étoile extraterrestre comme une menace de niveau boss, qui nécessite une surveillance constante. Enlevant ses lunettes de soleil, l'homme aux cheveux verts sourit et dit que le patron s'inquiète trop. Il déclare que si l'étoile extraterrestre est réellement leur ennemi, alors il les écrasera sans hésitation. Le lendemain, à l'école, le directeur commence à gronder notre garçon pour avoir séché les cours et ses appels. Il s'excuse et dit qu'il s'est laissé entraîner dans des affaires personnelles. Le proviseur adoucit son ton, montrant plus d'inquiétude que de colère, mais il le rassure et lui demande s'il s'agit du tournoi. Le vieil homme secoue la tête et explique qu'il a pleinement confiance en lui pour le tournoi. Au lieu de cela, il demande si l'école peut l'aider s'il a de réels problèmes
problème. Il rappelle à notre garçon que la priorité absolue de l'école est d'aider à soutenir les oracles d'élite. Joe sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter, promettant de tout donner dans le tournoi, ce qui met enfin le proviseur à l'aise. Un peu plus tard, Shen et Su se précipitent pour le rattraper, lui demandant ce qui s'est passé. Ensuite, rappelez-vous que notre garçon a mentionné une technique de combat auparavant et qu'il a ensuite fouillé dans ses poches. Sortant une carte de crédit, il explique qu'ils ont réussi à lui réunir 300 000 € qu'il pourra toujours rembourser plus tard. En entendant cela, il se fiche de surprise après avoir réalisé à quel point les deux avaient pris ses paroles au sérieux. Il les remercie, mais admet qu'il a changé d'avis quant à l'acquisition de cette technique. Juste à ce moment-là, comment apparaît-il, ayant l'air inhabituellement timide et propose 50 000 en guise d'excuse pour son comportement antérieur. Notre héros le remercie pour cette pensée, tandis que Su commence à interroger le roux, lui demandant s'il a une arrière-pensée louche. Comment l'admet-il, il voulait seulement rattraper son appel à Joe Afro et espère maintenant qu'ils pourront être amis. Deux se penche et lui chuchote, lui demandant s'il devrait laisser le gars se joindre, et il hausse les épaules, disant que cela ne le dérange pas. Qui se tourne ensuite vers Wenao et lui demande s'il va bien en tant que quatrième membre et il répond que le classement n'a pas d'importance pour lui. Shin essaie instantanément de le diriger, lui disant d'aller chercher une bouteille d'eau, ce qui déclenche une discussion animée entre les deux. Jio sourit, réalisant qu'il s'est trouvé de solides amis. La scène avance ensuite rapidement sur lui courant sur un tapis roulant, rappelant que les oracles absorbent plus d'énergie lors de l'entraînement physique. Cependant, le taux d'absorption s'avère extrêmement lent. Même avec l'équipement d'entraînement attaché, la majeure partie de l'énergie s'échappe toujours. Joe chiffre. Cela doit être la raison pour laquelle tant de gens ne dépassent jamais le niveau 1 et se disent qu'il a besoin d'une meilleure méthode rapidement. C'est alors que Shen intervient et suggère un match en duel, affirmant que cela fonctionne bien mieux qu'un entraînement solo ennuyeux. Notre héros comprend soudainement que Shen pourrait être sur quelque chose puisqu'il a réveillé sa nouvelle capacité au cours de ce combat. Avec cette pensée, il ordonne à Shen de rassembler tout le monde. Quelques instants plus tard, Shen et Su lancent une attaque combinée contre lui. Il les repousse. Se sentir satisfait des résultats, avant de dire aux deux de se reposer. Il souligne qu'ils y travaillent depuis plus d'une heure déjà pendant que Shen et Su ont le souffle coupé. Su admet qu'elle pensait qu'il plaisantait lorsqu'il mentionnait un spar en tête-à-tête, et Shen ajoute que cette méthode d'entraînement est incroyablement efficace. Il regarde ensuite Wenao, disant que c'est son tour maintenant, et le roux sourit, plus que prêt à plonger. En observant le groupe, Joe conclut que la théorie est correcte, puisque le taux d'absorption de chacun monte en flèche et qu'ils progresseront plus rapidement que jamais. Quant à lui, avec un taux d'absorption naturellement élevé, il peut pousser l'épreuve plus loin. Dans ce monde, les suppléments sont dilués pour assurer leur sécurité, mais même dans ce cas, les personnes ayant une mauvaise absorption ne bénéficient pratiquement pas de leur utilisation. En revanche, la compétence de pouvoir d'emprunt est 100 fois plus concentrée que n'importe quel supplément, et s'il l'absorbe imprudemment, son corps exploserait littéralement. Mais s'il pouvait contrôler le flux et l'absorber lentement, le monter de niveau à une vitesse folle pourrait en fait être possible. Avec ce pari à l'esprit, Zhu active la compétence, déclenchant immédiatement de lourdes vagues d'aura. La force brute de l'énergie le prend au dépourvu, mais cela a du sens, puisque cette capacité lui permet d'augmenter de 2 niveaux d'un seul coup. En s'intensifiant, il force l'énergie dans un mince flux contrôlé et commence à l'absorber. Le corps se bloque sous la tension, chaque muscle hurle sous la pression écrasante. Concentrant toute sa volonté, Joe note à quelle vitesse l'énergie le remplit, plus vite que tout ce qu'il a jamais ressenti. Puis la panique le frappe et son corps a l'impression qu'il est sur le point d'éclater. N'ayant pas d'autre choix, il pointe la main vers le haut et libère le trop-plein. L'énergie jaillit par vagues, obligeant ses amis à se protéger de la pression écrasante. Ils ne peuvent pas croire ce dont ils sont témoins, marmonnant sous le choc de la façon dont Joe a soudainement maîtrisé la situation. C'est alors que Goldfinger apparaît car il est attiré par le dérangement. Le démon se fiche sur le site devant lui. Joe, trempé de sueur, lui dit calmement qu'il a réussi à absorber le pouvoir. Le démon a du mal à croire que le garçon ait réussi et se demande alors à voix haute si Joe est vraiment son âme sœur tant attendue. Il demande au patron s'il a dit quelque chose. Mais le patron change de sujet en disant qu'il est simplement heureux que notre garçon ne soit pas mort. Après avoir entendu toute cette agitation, l'entraîneur a couru et demande ce qui s'est passé, et Su lui dit que c'est Joe qui a libéré toute cette énergie. L'entraîneur est surpris de voir la quantité d'énergie des étoiles, et il demande immédiatement à l'assistance d'apporter l'appareil de mesure. Après avoir mesuré la puissance de notre héros, ils apprennent qu'il est déjà devenu un oracle de niveau 3. Au début, l'entraîneur n'en croit pas ses yeux, mais puis il se précipite vers le bureau du directeur pour lui en parler, car il est le premier oracle de niveau 3 que l'école voit depuis très longtemps. Pendant ce temps, Su lui demande comment il peut monter de niveau si rapidement et lui demande de lui apprendre la méthode. Il lui dit que c'est à cause de tout l'entraînement qu'il a suivi, et il décide que la prochaine fois il le fera en privé, pour ne pas causer de problèmes inutiles.
En entendant cela, ils sont tous les trois excités et augmentent l'intensité de leur pratique. D'un autre côté, notre garçon demande au patron pourquoi il ne s'est pas fâché contre lui cette fois-ci. Il dit que maintenant il s'y est habitué. Goldfinger peut utiliser tous ses pouvoirs s'il veut juste passer au niveau supérieur rapidement, car il a besoin que Joe devienne plus fort. Il dit au démon qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Il a stocké une montagne d'énergie stellaire, et une fois qu'il aura acquis cette nouvelle force, il passera à nouveau au niveau supérieur. Le patron entend cela et reste complètement silencieux. Le temps passe vite et la compétition se rapproche. Et notre héros s'entraîne comme une unité absolue jusqu'à ce qu'enfin, le grand jour est là. Toute l'équipe est en effervescence lorsqu'elle entre dans la salle. Deux est excitée parce qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle est réellement arrivée ici et dit que sa mère serait fière. Chance fait preuve de certaines connaissances, soulignant que cette année compte jusqu'à présent la plus grande foule de participants. Quand Hall intervient et lui demande s'il est prêt pour le niveau 4, le gars est salé de ne pas avoir atteint le niveau supérieur à temps pour le rejoindre, mais Joe hausse simplement les épaules. Les mots de principe résonnent encore dans sa tête, il faut tout donner, et si les choses deviennent trop compliquées, il suffit de déclarer forfait. Aucune honte de vivre pour combattre à nouveau, puisque les arènes du niveau 3 et du niveau 4 sont divisées. Les trois se séparent, le laissant se préparer seul. Pendant ce temps, le directeur et l'entraîneur entrent dans la zone VIP, regardant autour d'eux comme des enfants dans un magasin de bonbons. L'entraîneur rit, disant que c'est le genre de luxe qu'ils attendaient. Tout cela grâce au fait que leur école a finalement envoyé un combattant dans la tranche de niveau 4 aujourd'hui. Soudain, le principal Wang apparaît, et félicite le directeur d'avoir fait 2 élèves de haut niveau en quelques mois seulement. Le directeur agit humblement et dit que cela n'a rien à voir avec lui. Tout cela est dû au travail acharné de l'étudiant. Il les a seulement aidés à répondre à leurs besoins. Il remercie également Wang pour son aide, car il lui a donné toutes les informations clés sur la compétition. Après la réforme, le gouvernement a annoncé des subventions pour les écoles gagnantes, et grâce à ces subventions, la difficulté du tournoi va également augmenter. Soudain, un gars arrogant dit qu'un montagnard s'est introduit de force dans le salon VIP et est à l'origine de toute cette agitation. Le directeur veut lui donner une réponse, mais Wang l'arrête et lui dit de ne pas les embêter car ce sont tous des directeurs d'école qui ont déjà remporté ce concours auparavant. Le principe dit que tout cela appartient au passé et que personne ne sait vraiment qui remportera cette compétition. Le gars aux cheveux blancs dit à qui profiter de cette scène pour la première et la dernière fois afin qu'il puisse s'en souvenir clairement. L'entraîneur demande au directeur si les élèves iront bien car ils participent pour la toute première fois à une compétition d'un si haut niveau. Youb demande ensuite au coach ce qu'il pense de ses élèves. Il répond qu'ils sont tous talentueux et que Joe est un prodige bien plus talentueux que n'importe quel génie. Le directeur lui dit qu'ils doivent simplement croire les étudiants. Dans les gradins, la classe encourage Joe, mais elle s'inquiète pour lui et elle est très nerveuse car c'est la première fois qu'elle vient ici. Au début, elle ne pouvait pas croire que notre garçon participait à la compétition, mais maintenant elle est là pour l'encourager. Il y a une semaine, à l'école, elle pensait que Joe était devenu l'étoile montante de l'académie. Elle ne pouvait plus le rencontrer. Désormais, il ne s'occuperait plus de personne de la classe inférieure. En pensant à tout ça, elle est sur le point de s'écraser au sol. Mais notre héros arrive et la rattrape juste à temps. Il lui demande si elle va bien, et elle le remercie, puis lui demande ce qu'il fait ici. Il lui dit qu'il l'a vu, alors il est venu lui dire bonjour. Il admet qu'elle pense désormais qu'il fait partie de l'élite et qu'elle ne rencontrera jamais personne de la classe inférieure. Il lui dit que les amis sont éternels et que quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas être changés. En entendant cela, elle se sent heureuse et pense que Joe n'a pas changé du tout et qu'il peut certainement gagner le tournoi. L'annonceur déclare que les concurrents montent sur scène, et le représentant de la classe est tout excité après avoir vu. Notre garçon sort avec les autres. L'annonceur dit qu'il souhaite la bienvenue à tout le monde au concours d'échange de cette année. Et cet événement sera animé par lui et sa partenaire Lilian. Ici, pendant ce nom, la foule est absolument folle car elle est l'une des idoles les plus célèbres de tout le pays. La diva dit qu'elle est là pour travailler dur, et aujourd'hui elle n'est qu'une présentatrice ordinaire, car les concurrents sont les vraies stars de cette compétition. Après cela, l'annonceur explique les règles selon lesquelles sur 12 académies, il y a 48 candidats, 16 dans la tranche de niveau 4 et le reste des 32 dans la tranche de niveau 3. Il dit que la salle est réservée au niveau 4 et que le classement sera basé sur les scores des deux niveaux, qui seront ensuite convertis en points. Les concurrents s'affronteront 1 à 1 et le gagnant passera à autre chose. Il affrontera ensuite le vainqueur de l'autre match jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un combattant. Le délai est de 30 minutes. Le match se termine lorsqu'un concurrent se rend ou n'a plus la capacité de se battre. Lilian dit que les règles du tournoi de cette année sont beaucoup plus strictes, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter et dit à tout le monde de regarder tout en haut du pilier. La foule est toute excitée lorsqu'elle voit la célébrité de rang SDUA assise dans le hall, montrer sa puissance dominante. Secoue le sol avec désinvolture avec juste un doigt. L'annonceur explique que le maître a mis en place cette
cet anneau spécial, qui protège le public des attaques parasites, afin qu'il puisse également réparer l'anneau instantanément après chaque match. Il dit également aux concurrents de porter les pierres précieuses car elles servent de certification aux candidats et peuvent également les protéger dans des conditions dangereuses. Tout le monde murmure qu'un rang et c'est vraiment terrifiant. Et notre garçon pense que son pouvoir est presque égal à celui de Gojo. Le mec a l'air si insouciant à propos de tout qu'il ne se sent même pas nerveux. L'idole dit que les résultats seront affichés dans les gymnases et elle annonce officiellement que la compétition commence désormais. Le tout premier match se termine en seulement 17 minutes. Et le gagnant est Shelran. Le prince, en cible, dit qu'il ne peut pas croire qu'un oracle de rang S supervise personnellement le tournoi, ce qui signifie que les matchs de cette année vont être incroyablement difficiles. En cible, Wang dit que tout cela est dû à la différence entre le niveau 4 et le niveau 3. Étant donné que les oracles de niveau 4 maîtrisent déjà parfaitement leur technique de combat, les écoles célèbres sont si riches que l'achat de techniques de rang C est pour elles une routine quotidienne. La seule raison pour laquelle ils sont toujours capables de gagner le tournoi est qu'ils utilisent l'argent de la subvention pour fournir à leurs concurrents les meilleures potions et techniques de combat. Mais cette année, les choses sont sur le point de changer complètement. Le 5e match oppose Lan Shen et Lise, et Ini Shen joue avec son adversaire en esquivant chacune de ses attaques. Elle utilise ensuite une technique de combat basée sur les capacités, et retient son adversaire avant, où elle porte le coup final et remporte le match. La foule est toute excitée en regardant cela, et beaucoup de gens pensent qu'elle utilise secrètement une sorte de magie. Voyant cela, le directeur était tout choqué car ce genre de capacité ne pouvait être obtenu que par un oracle de rang supérieur. La directrice Wong est fière et dit qu'elle est un prodige qui a réussi à acquérir cette capacité à un plus jeune âge. Le directeur lui dit que ce n'est pas grave même si elle a une telle capacité. Mais Wang le nargue en lui demandant pourquoi il a essayé de la recruter si cela est vrai. Le principal y répond que ce n'est qu'un réveil précoce et rien de plus. Lors du 6e match, Wang ne permet même pas à son adversaire d'attaquer et termine le match en seulement 5 secondes. Voire. Ainsi, la foule pense que l'oracle flamboyant remportera très probablement également le tournoi de cette année. L'autre principe estime que personne ne peut être comparé à l'élève à qui le directeur l'y enseigne personnellement. Pour se montrer, il dit que les chiens qui aboient ne mordent pas eux. Wang lui dit d'attendre et de regarder à la place. Qui pense que cette bataille est complètement hors de leur ligue, car ils sont si bas dans le classement que même se qualifier pour ce tournoi est déjà un miracle. Il peut garder la tête haute si Joe gagne un seul match ou au moins fait simplement un spectacle. Après la fin du 7e match, notre héros est le prochain concurrent et se demande quel genre de combattant sera son adversaire. Le vieux doigt lui dit d'emprunter ses pouvoirs et de terminer le match rapidement, mais il dit que s'il le fait, il attirera l'attention de tout le monde et qu'il pourrait avoir de réels ennuis s'il fait l'objet d'une enquête. En route vers le ring, il rencontre Chin. Il lui dit qu'il n'a pas de chance d'être dans le dernier match car son adversaire est l'un des plus forts et sa technique de combat est si puissante que même un oracle de rang D ne peut pas la supporter complètement. Notre garçon demande s'il n'est pas dangereux d'utiliser une technique aussi puissante dans les matchs de bas classement. Chin lui explique que la pierre précieuse peut bloquer une attaque mortelle, mais qu'il subira quand même beaucoup de dégâts car c'est la mère réalité de la compétition. Cela dit, il demande pourquoi elle l'aide. Et elle lui dit qu'ils sont alliés parce qu'ils partagent le même objectif, c'est-à-dire battre tous les imbéciles arrogants. Avant de partir, elle dit qu'elle espérait qu'il l'aiderait, mais comme son adversaire est si puissant, ce serait formidable s'il pouvait au moins l'épuiser un peu. Ici, pendant ce temps, il commence à se demander si son adversaire est vraiment aussi forte qu'elle le laisse entendre. Enfin, le dernier match du premier tour est sur le point de commencer et la foule applaudit bruyamment lorsque notre garçon entre sur le ring. Je pense que cela ressemble à un accueil chaleureux. Mais en réalité, ces acclamations sont destinées aux candidats profanes, qui fait une entrée comme un abandon des Avengers. L'annonceur affirme que personne ne s'attendait à ce que le dernier match mette en vedette le sait. Il est devenu oracle à seulement 12 ans, et en seulement 4 ans, il est devenu oracle de niveau 4. Il a également reçu un certificat national ainsi qu'une invitation à une guilde. Ce ne serait pas une erreur si quelqu'un le qualifiait de meilleur combattant de cette nouvelle ère. En le voyant entrer sur le ring, la foule se déchaîne et commence à l'acclamer. Le délégué de classe s'inquiète car personne n'encourage notre garçon. Un gars au hasard dans la foule lui dit que Lé a tellement de fans parce qu'il est à la fois fort et beau. Au contraire, son adversaire ressemble à un type quelconque avec un mauvais caractère. En l'entendant dire cela, elle répond qu'elle soutient Joe parce que c'est un garçon vraiment gentil et doux. Après cela, les deux commencent à se disputer. Tout le monde est impatient de voir comment le génie se comportera dans ce match et s'il pourra même battre l'invaincu Léongguang Academy. L'annonceur dit que le match va commencer maintenant. Lily l'interrompt en lui demandant s'il a oublié de présenter l'un des combattants. S'excuse rapidement et admet qu'il a oublié dans toute l'excitation. Après cela, il présente Joe comme la star de la Lady Oracle Academy et que c'est la première fois que son académie participe au concours. À part ça, il n'a rien d'autre de remarquable à son sujet. Cela l'amène à se demander si l'école aurait dû au moins lui acheter une technique avant le début du tournoi. La foule commence à parler en mal
de lui et à se demander comment quelqu'un comme lui pourrait un jour se battre contre un génie. Le gars au bandana éclate de rire et nargue bruyamment le représentant de la classe. Pendant ce temps, le directeur de l'université dit au directeur qu'il est assez regrettable qu'ils doivent affronter l'étoile montante de leur académie dès leur première année, mais qu'ils ne devraient pas s'inquiéter car tout se terminera rapidement. Wang dit à Qi que tout le monde doit partir de quelque part, il lui suffit donc de l'ignorer et de rester calme. À l'intérieur du ring, Lee lui dit qu'il se sent mal pour lui, car lors de son tout premier tournoi, il doit l'affronter. Mais Bro lui dit de prêter une attention particulière au combat. Se précipite soudainement vers notre garçon et se tend juste à ses côtés. Il dit qu'il commencera ce match en utilisant seulement 10% de sa puissance totale. Parce que même s'il perd son premier combat, il peut toujours avoir l'air au moins un peu décent. Lee pense qu'il agit très bien, mais il est ennuyé car il lui a déjà dit une fois de se battre normalement. À ce moment-là, l'annonceur déclare que le génie ne peut retenir son enthousiasme et annonce que le match final du premier tour commence officiellement. Sur ce, Lee utilise sa vitesse pour attaquer notre garçon. Et il se déplace si vite qu'on dirait qu'il a utilisé Shadow Clone Jutsu pour faire plusieurs copies de lui-même. En plus de cela, ils attaquent tous au même moment précis. Tous les concurrents qui regardent pensent qu'il sera extrêmement difficile de battre le génie. Et le principe pense que personne ne peut le battre. Le génie pense que notre garçon ne bouge pas parce qu'il ne peut pas le voir. Et il croit que le seul qui pourrait lui donner du fil à retordre est Wang. Pensant que c'est enfin la fin, il s'apprête à porter le coup final. Mais lorsqu'il s'approche, Joe lui demande s'il ne va pas esquiver, avant de le frapper sauvagement en plein visage. Voire, étant donné que tout le monde est choqué de voir comment cela peut arriver. Notre garçon a en fait contré l'attaque de Lee et a décroché un coup de poing en un instant. Le génie peut généralement esquiver n'importe quelle attaque grâce à sa vitesse, mais la principale question est maintenant de savoir s'il a simplement été négligent ou s'il n'a pas réussi à esquiver. Tout le monde dans la foule commence à penser que notre garçon a utilisé une sorte de hack, car personne d'autre ne pourra jamais frapper le génie. Voyant cela, il se demande s'il a enfreint une sorte de règle cachée disant qui peut porter le premier coup. Wang dit au directeur que son élève possède clairement des compétences impressionnantes. Principal, qui a dit qu'il devait tricher parce que personne n'était plus rapide que Lee. Mais le directeur répond que s'il trichait, les supérieurs les auraient déjà attrapés. Le principal lui dit de se taire parce qu'il donne le très mauvais exemple avec ses pleurnicheries et ses jappements. Il suggère qu'il devrait regarder tranquillement le match car il n'est pas encore terminé. À ce moment-là, le Pikachu crie également en insistant sur le fait qu'il n'a pas encore fini. Il admet qu'il n'a pas pris Joe au sérieux auparavant et jure maintenant de tout mettre en œuvre. La foudre s'enroule autour de lui alors qu'il charge une autre frappe, criant que ses pouvoirs sont à peine sous contrôle. Elle continue d'invoquer encore plus d'éclairs mais notre garçon reste calme, sans même cligner des yeux. Il trouve presque amusant que Lee ait autant d'énergie d'étoile en lui. Soudain, un éclair jaune passe devant Joe, le prenant par surprise. Le gars dévie contre la barrière et rebondit dans l'arène comme un flipper hyperactif, gagnant en vitesse à chaque frappe. L'annonceur crie que Lee est sur le point de libérer son atout, tandis que Lilian continue d'ajouter des remplissages inutiles. Les grains, convaincu qu'il a déjà le vent assuré, et plonge d'en haut pour donner un coup de pied suralimenté. Notre garçon ne prend pas la peine d'esquiver ou de se défendre. Au lieu de cela, il jette calmement un seul coup de poing directement au visage de Lee. L'élan combiné de sa charge envoie Lee s'écraser de manière incontrôlable sur le sol de l'arène. Joe lui dit qu'il aurait dû attaquer plus tôt alors qu'il avait encore une chance de gagner. L'annonceur déclare alors que Pikachu est de nouveau à terre. Cette fois, la pierre devient rouge, confirmant que le Pokémon est incapable de se battre. Pendant que l'annonceur célèbre la victoire de Joe, il se demande brièvement si Lee ira bien, même si la pierre aurait dû empêcher quelque chose de mortel. Sort, stupéfait par la rapidité avec laquelle le match s'est terminé. Avec les vaincus, Chin entre pour le deuxième match quart de finale et remporte la victoire sans transpirer. Vient ensuite Wang, qui écrase facilement son adversaire sans transpirer. La foule trouve que la force de la bête est imparable, mais la plupart des regards se tournent vers Joe. Un enfant aux cheveux en bataille leur lance alors un regard mortel qui peut. Toute la section se fiche de peur. Dans le quatrième match, Ran d'une autre école Oracle affronte notre garçon et mène un combat acharné. Cependant, Joe esquive chaque frappe avec une précision digne d'un vétéran. Il termine le combat avec un léger coup de poing à la tête de Ranz, l'envoyant s'écraser au sol. En regardant d'en haut, les officiels commentent que notre garçon n'a encore utilisé aucune technique de combat, s'appuyant uniquement sur le contrôle de l'énergie brute. L'un d'eux se demande s'il cache peut-être son véritable niveau, ou pire, s'il consomme de la drogue, ce qui constituerait une grave violation des règles du tournoi. De retour dans l'arène, l'annonceur commence à vanter les demi-finales, appelant Joe à affronter un autre combattant, Liu. Se fige au milieu d'une phrase alors que des fonctionnaires en costume sombre entrent sur scène. Le public chuchote avec confusion, se
se demandant qui ils sont. Un inspecteur ordonne à notre héros de porter un équipement spécial et de libérer son énergie d'étoile. La foule se rend compte qu'il s'agit d'inspecteurs de tournoi et commence à bourdonner, soupçonnant que Joe est accusé de tricherie. Je commence toujours à transpirer parce qu'il est peut-être allé un peu trop loin et je prends note de limiter ses pouvoirs. Les inspecteurs lisent les résultats, qui indiquent que les lectures sont stables et dans les limites. Ils annoncent ensuite à la foule que le concurrent ne triche pas. Ils s'éloignent ensuite, et l'annonceur crie alors avec incrédulité que notre héros est officiellement confirmé au niveau 4 et que la demi-finale est autorisée à commencer. Le processus de foule est le suivant pour un instant, puis se déchaîne en disant que notre héros est réellement légitime. De l'autre côté de la scène, Liu commence à trembler et son visage pâlit alors qu'il réalise. Lorsque le match commence, il se termine instantanément lorsque Joe l'assomme d'un seul coup décisif. L'annonceur perd presque sa voix en criant dans le micro, tandis que Lilian continue d'ajouter des remplissages inutiles. Dans les gradins, le directeur Wang se tourne vers notre directeur, le félicitant d'avoir produit un élève aussi monstre. Le gars accepte avec suffisance toutes les remarques. Et les autres principes qui se moquaient autrefois de lui se précipitent pour le louer aussi. Il sourit poliment, même si cette attention le met un peu mal à l'aise. De l'autre côté, Liez-vous regardez avec une nette contrariété, irrité par la foule soudaine de l'Eshbot. Notre directeur s'autorise un sourire fier, pensant que Joe a vraiment tenu sa promesse et défendu l'honneur de leur école. De retour sur le terrain de l'arène, la dernière demi-finale est annoncée et Chin monte sur scène avec une détermination tendue. En s'éloignant d'elle, Wong s'avance. Ses yeux brillent d'une faim de prédateur comme s'il venait de repérer sa prochaine proie. Le rugissement d'encouragement de Benz Jr. depuis les tribunes, distribution. Traquer la bête pendant une fraction de seconde. L'écart dans sa garde. Et se lance en avant, chargeant sa frappe. Avec une main nuageuse qui coule, elle claque l'attaque dans sa poitrine. Ange ne trébuche pas, semble seulement légèrement irrité, puis la regarde de haut. Sa confiance commence à s'effondrer alors que la panique s'infiltre, réalisant que le coup l'a à peine égratigné. Serre son poignet avec facilité, lui demandant si elle pense honnêtement qu'elle a du talent. Kin répond, lui disant de le battre, et lui enfonce son coude dans le visage. Il ne cligne même pas des yeux et dit qu'il trouve la situation hilarante. Juste, la séparation alimente son prochain mouvement alors qu'elle charge une autre explosion. Le trouve serré avec sa magie jusqu'à ce qu'il ressemble à une momie. Il utilise ensuite des coups de pied de style vent et martèle son corps enveloppé avec des frappes incessantes. L'espace d'un instant, elle se détend un peu, convaincue que tous ses coups sont tombés et ont dû faire des dégâts. Cet espoir se brise instantanément lorsque Wong se tient soudainement derrière elle comme un fantôme, drainant le sang de son visage. Elle essaie de se retourner et est incrédule, se demandant comment il a bougé si vite, mais il est déjà trop tard. Il lui enfonce son poing en utilisant ses arts de la rage sanguine. Le capteur a volé dans la barrière et s'est ouvert. Alors que les éclats se dispersent, Chin tombe à genoux, à peine capable de respirer tandis que l'annonceur déclare que Wang tient désormais le dessus. Ses juniors détournèrent les yeux en larmes car ils ne supportaient pas de la voir complètement décimée. Le principal Wong serre les poings ensemble, suppliant silencieusement son élève vedette de passer au travers. Peut rester immobile comme elle est. Escalier au niveau de l'étiquette rouge posée à côté d'elle. Sa voix tremble lorsqu'elle murmure qu'elle ne peut pas se permettre de perdre. De l'étiquette rouge l'entraîne ensuite dans un flashback à l'école, où elle entra dans une pièce remplie d'étudiants inquiets. Une fille qui pleurait lui a dit que si l'académie fermait, elle serait obligée d'abandonner ses études malgré son rêve de devenir oracle. Elle passe ensuite ses bras autour des deux filles dans une étreinte rassurante, promettant de ne pas laisser cela se produire. Elle avait juré à l'époque qu'elle remporterait le tournoi pour apporter à l'académie les fonds dont elle avait besoin pour rester ouverte. Bien que la jeune fille aux cheveux noirs ne semble pas convaincue, Chin a insisté sur le fait qu'elle n'était jamais revenue sur sa parole. Une fille a alors fouillé dans sa poche, et en sorti une breloque rouge, faite à la main pour porter chance. Ce moment a réchauffé le cœur de Chin et elle a promis de se battre avec tout ce qu'elle avait. De retour dans le présent, elle cherche le charme, murmurant à nouveau qu'elle avait fait une promesse. Wong s'en fiche et piétine le porte-bonheur sans aucun souci, se moquant si c'est tout ce qu'elle représente. Il lui donne alors de violents coups de pied tandis que ses mains restent enfouies dans ses poches. Son cristal devient rouge et elle tombe inconsciente mais Wong continue de la narguer. L'annonceur crie que le combat est terminé. La bête lève à nouveau le pied, prête à l'écraser. La foule commence à paniquer et le présentateur crie à quelqu'un de l'arrêter. Les spectateurs regardent avec horreur, se demandant ce que le monstre compte faire. Imprimer. La voix de Wang se brise alors qu'il supplie quelqu'un de sauver son élève. Un fonctionnaire exige un biacte de maîtrise, mais le gars reste calme, affirmant que la situation est sous contrôle. Pendant ce temps, Wong écrase son pied avec une force sauvage, creusant un cratère dans l'arène. Cependant, ses yeux s'écarquillent et il se rend compte que sa cible a disparu. Notre héros se tient maintenant là, le menton dans les bras, l'ayant sauvé à temps. Il appelle la bête, lui demandant si c'est le genre d'intimidation que son école enseigne.
Wong se retourne, la fureur dans les yeux et crie le nom de Joe. L'annonceur crie de soulagement, déclarant que notre garçon a sauvé Chin juste à temps. Le principal Wong se précipite pour tenir son élève blessé, remerciant le ciel pour sa survie. La foule devient agitée car ils sont incapables de croire que la bête a réellement tenté de la tuer après sa défaite. Wang s'en fiche et se dirige vers notre héros en déclarant hardiment qu'il rendra vivace quiconque ose lui barrer la route. Cette arrogance allume enfin un feu chez Joe. Notre garçon lui lance un regard mortel et met la bête au défi de tirer. Les médecins de service éloignent la jeune fille, tandis que l'annonceur exhorte le personnel à réinitialiser rapidement l'arène pour le prochain combat. Dans les gradins, des amis garçons se réunissent avec le représentant de la classe. Shen demande comment les choses se passent jusqu'à présent, et elle répond que Joe a déjà atteint la finale. Alors elle admet que quelque chose ne va pas chez l'adversaire. L'ami de notre directeur avertit notre garçon de faire attention, puis crie à notre héros de ne pas sous-estimer son adversaire. Excité, Joe lui assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dans l'arène, Wong Mox est un héros parce qu'il pense qu'il a une chance, mais il réplique en disant que le gars parle trop. Sourit et demande si la bête est vraiment là pour se battre ou simplement continuer à japper. Les deux camps s'affrontent, leurs auras s'enflamment sauvagement, le transformant en une impasse énergétique. L'annonceur déclare le match officiellement commencé. Tai longue pas le temps, lançant un coup de poing soudain. Mais notre héros le tank comme si de rien n'était, son corps ne bougeant même pas. L'abeille sourit, se moquant du fait qu'il pensait que Joe serait plus dur. Mais notre garçon applaudit instantanément en disant qu'il a volé les mots de sa bouche, le laissant transpirer à flot. Bro creuse plus fort, demandant si c'est vraiment le niveau de quelqu'un qui a remporté le tournoi précédent. Il tente ensuite de l'attraper, mais Wong parvient à peine à esquiver. Wang active sa compétence Blood Rage. Il leva le poing alors que les deux commençaient à se marteler à toute vitesse, sans vouloir céder d'un pouce. L'annonceur crie avec incrédulité qu'il n'a jamais vu un combattant de niveau 4 se battre aussi férocement auparavant. Même les camarades de classe de Joe restent stupéfaits, réalisant que notre garçon s'est retenu pendant tout leur match d'entraînement. De retour à l'intérieur de l'arène, Joe plante un uppercut massif, directement dans la mâchoire de Wang. Son professeur et directeur Ster Whitehead a du mal à croire que son propre élève soit aussi fort. Du sang jaillit de la bouche de Wang alors qu'il se demande comment une centrale électrique comme lui a pu être repoussée aussi loin. Cette pensée ne fait qu'alimenter sa rage et il pousse ses capacités encore plus haut. Goldfinger apparaît alors, soulignant que le gars force littéralement l'énergie des étoiles dans son corps pour augmenter sa force. L'instant suivant, Wong disparaît en un éclair. Mais, Joe suit ses mouvements. Il prépare alors un coup de coude et se dit que la vitesse est inutile face à sa capacité de perception. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, un fonctionnaire demande nerveusement au maître s'il doit vérifier le niveau de Wang car il augmente anormalement vite. Calme-les toujours, il explique que ce sont juste les arts de la rage sanguine de sa famille qui le poussent d'un niveau, donc ce n'est pas de la triche. Puis il admet que la vraie curiosité vient de notre garçon qui n'a pas encore tout mis en œuvre, et le maître ne peut s'empêcher de se demander jusqu'où ce gamin peut aller. De retour sur le ring, les deux combattants continuent de lancer des coups rapides comme deux têtes de crack se battant pour une frite. Les amis de Joe regardent avec leur nerf à vif, Shen criant que notre héros est repoussé. Le roux le corrige rapidement, disant que Joe dévie parfaitement les coups des bêtes. Dans l'arène, notre héros reste enfermé, esquivant et se faufilant coup après coup, à la recherche de son ouverture. Alors, Joe riposte finalement avec un coup de poing écrasant qui oblige la bête à bloquer avec tout ce qu'il a. L'impact à lui seul fissure le sol et renvoie un peu le dérapage de Wong. Notre garçon claque dans un autre coup lourd et quoi. L'on dit alors que Joe est le premier combattant à le pousser aussi loin. Guéri par la fierté et la rage, il renforce encore plus ses arts du sang, criant qu'il est toujours le plus fort. Un héros inébranlable le nargue en lui demandant si c'est tout ce qu'il a à offrir. Puis il active la compétence Barrow Power et son niveau commence également à augmenter. Deux puissances s'affrontent à nouveau, leur point déjà impatient d'en savoir plus. Cho se rend compte qu'il peut désormais lire clairement le schéma d'attaque de son adversaire. Grâce à ses capacités de perception, il remarque également que le point faible de la bête est son cœur. Sans perdre de temps, notre garçon enfonce un coup directement dans la poitrine du gars. Les yeux de la bête s'écarquillent et choquent. Le coup lui fait perdre l'air. Joe n'a pas encore fini. Il enchaîne immédiatement avec une autre attaque, forçant Wang à se mettre sur la défensive. La bête bloque coup sur coup, chacun plus lourd que le précédent, tout en pensant avec incrédulité que la vitesse et la puissance de nos héros continuent de grimper. Le gars refuse d'accepter la défaite, et pousse ses arts du sang au-delà de ses limites. Notre garçon déclare alors que le combat est déjà décidé et charge son point d'énergie pure des étoiles. Lui crie longuement de mourir et lui envoie lui-même un énorme coup de poing. Leur poing se heurte. Étincelle. Une énorme explosion qui provoque des ondes de choc dans toute l'arène. Les spectateurs lèvent les armes pour se protéger de la violente explosion. Le principe est collé à la bataille, exigeant frénétiquement de savoir ce qui vient de se passer. À mesure que la fumée se dissipe, l'annonceur crie que Wong est toujours debout. Mais l'instant d'après, la bête s'effondre et son cristal tombe sur le sol désormais rouge. Le dernier encore debout n'est autre que notre garçon. Avec cela, Ligta School revendique officiellement la première place dans la catégorie niveau 4 ainsi que dans l'ensemble du championnat. Les amis de Joe commencent à faire la fête en criant qu'ils ont finalement gagné le tournoi. Son professeur et le directeur l'encouragent également, criant qu'il a rendu leur école fière. Les larmes coulent sur le visage du directeur lorsqu'il déclare qu'ils n'auront plus à mendier de l'argent, tandis que son professeur reste bouche bée face à sa réaction dramatique.
physique. Les mêmes principes qui se moquaient de lui plus tôt se précipitent maintenant pour le féliciter, l'aspirant sans vergogne pour sauver la face. Pendant ce temps, le principe de Wang est furieux de l'humiliation, et même le principe finaliste de l'année dernière ne sait pas quoi faire. À la grande surprise du principal Lee, son prétendu allié l'abandonne complètement et s'enfuit sans se retourner. Master Bai décide également de prendre congé, le tournoi étant terminé, et l'officiel le remercie sincèrement pour ses efforts. En sortant, au revoir. Ses yeux se rétrécissent soudainement lorsqu'il aperçoit deux personnages inconnus qui l'observent de côté. Il se demande instantanément s'ils sont là pour repérer Joe. Un vieil homme murmure à la fille à côté de lui qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une école aussi isolée produise un tel monstre. Il demande si elle peut amener notre héros dans leur guilde. La fille, Lynn, admet qu'ils étaient amis d'enfance, mais maintenant Joe ne la reconnaît même plus. Malgré cela, elle jure qu'elle utilisera tout ce qu'elle a pour le recruter. De retour à l'intérieur de l'arène, l'équipe gagnante s'aligne fièrement sur scène. Les caméras clignotent pendant que le directeur fait la promotion en direct de la dernière école, remportant la victoire. Notre héros sourit pour les photos alors qu'il pense que cela semble plus difficile que le combat lui-même. Le lendemain, le directeur le prend à part et admet qu'il lui doit une immense faveur pour avoir remporté la victoire. Fidèle à sa parole, il tend à Joe le cristal noir, ce qui rend le démon super excité. Pourtant, le directeur l'avertit que de grandes académies d'oracle viendront l'appeler maintenant et lui rappelle de ne pas oublier d'où il vient. Après leur conversation, notre héros sort du bureau, pour ensuite tomber immédiatement sur ses amis. Il le salue joyeusement avec des papiers à la main malgré les vacances d'été. Jen passe un bras autour de lui et explique que toutes les meilleures académies leur ont envoyé des lettres d'admission en avance et qu'elles ont toutes été acceptées. Notre garçon les félicite un à un, mais ils insistent sur le fait que le véritable mérite lui appartient. Shen devient alors sérieux, déclarant hardiment qu'ensemble, ils deviendront la meilleure équipe du futur, ce qui laisse notre héros un peu confus. Su explique rapidement que même s'ils fréquentent des académies différentes, ils peuvent toujours se rencontrer et rester ensemble. Joe sourit simplement, disant qu'il attend ça avec impatience car sinon il s'ennuierait complètement. Pendant qu'il marche, il ajoute qu'il aura certainement besoin de leur aide lorsqu'il devra s'entraîner pour devenir plus fort. Donc, soudain, une autre silhouette surgit du coin, les prenant tous au dépourvu. La déléguée de classe les regarde avec détermination et leur demande si elle peut également rejoindre le gang, car elle veut devenir plus forte à leur côté. La représentante de classe a les yeux étoilés lorsqu'elle découvre, puis entrer dans la classe élite. Il remercie notre héros pour son aide, mais il l'ignore en disant que c'était le principal. Liu remercie ensuite également le directeur, qui répond qu'il est heureux de vous aider. Il ajoute qu'il prévoit de rendre ses installations accessibles à tous, avec de nombreux autres changements à venir. Après avoir remporté le concours, le directeur a enfin les moyens de faire ce qu'il veut, tout cela grâce à ses élèves. Il félicite ensuite tout le monde pour leurs efforts, tandis que le gang plaisante en disant que tous ces changements se produisent juste après leur départ. Su demande aux représentants de classe pourquoi elle s'entraîne si dur, même si c'est la période des vacances et qu'il n'y a pas de compétition. Elle a sa propre histoire, admettant qu'elle n'a jamais pensé qu'elle était bonne, mais elle s'est enthousiasmée après avoir vu tout le monde travailler si dur. Elle continue en disant qu'elle souhaite postuler en tant qu'étudiante spéciale culturelle, ce qui nécessite encore un délai d'1 mois. Faisant pleurer la fille aux cheveux roses. Siu prend alors la main des représentants de classe et promet de l'aider de toutes les manières possibles. Shen demande à Joe ce qu'il envisage de faire et s'il a déjà choisi une école. Il révèle qu'il n'a pas encore reçu de lettre, ce qui surprend tout le monde puisqu'ils ont tous obtenu le leur instantanément des 5 grandes académies. Le directeur s'éclaircit la gorge et interpelle notre héros en lui disant qu'il a quelque chose à lui dire. Il lui tend une enveloppe rouge et lui explique qu'elle est arrivée récemment. Les yeux de Shen étaient soulagés, disant qu'il savait qu'il n'y avait aucune chance que notre garçon soit dupé. Joe lit attentivement la lettre et dit à haute voix qu'elle vient de Dawn Academy. Tout le monde est choqué par ce nom. La blonde crie que c'est l'académie assise au sommet de la chaîne. Notre garçon lui demande de s'expliquer, alors il passe en mode histoire. Explique qu'il existe 5 grandes académies qui servent de symbole d'autorité et de force. Cependant, il y en a une qui se démarque avant tout, la Dawn Academy, qui a le pouvoir de débaucher n'importe quel étudiant de son choix. Joe demande alors pourquoi il n'y a pas 6 académies au lieu de 5. Le directeur répond que la vraie valeur de cette académie ne peut être mesurée et qu'elles ont toutes été construites pour combattre la fracture. Il devient sérieux en disant que l'information est strictement confidentielle, mais accepte quand même de leur dire. Vous voyez, la faille est une autre dimension remplie de monstres maîtrisés. S'ils parviennent à s'échapper dans le monde réel, l'enfer se déchaînera. C'est pourquoi des envoyés sont envoyés pour éradiquer ces monstres chaque fois que ces portails apparaissent. Bien que combler une faille soit extrêmement rentable, le risque est bien trop grand. L'homme révèle qu'il faisait autrefois partie d'une équipe de nettoyage des failles. Cependant, il n'a fallu que la mort d'un membre clé pour plonger toute l'équipe dans le chaos, et celle-ci a finalement été dissoute. Même si d'autres académies exigent également que les étudiants clarifient les riffs, dont est simplement construit différemment, il le prévient donc de bien réfléchir. Le bébé
Le directeur rassure Joe que d'autres académies lui sont toujours ouvertes et qu'il ne devrait pas risquer sa vie. Cependant, il a déjà pris sa décision et dit qu'il rejoindra Don. Le grand homme sourit comme s'il connaissait déjà la réponse et commente qu'il atteindra certainement de nouveaux sommets. Jen passe son bras autour de lui et dit qu'ils deviendront plus forts ensemble, donc la rupture sera un jeu d'enfant pour eux tous. Blond remarque alors que l'échéance n'est que dans 10 jours, alors qu'elle dure normalement environ 6 mois, ce qui fait transpirer notre héros. Notre héros leur dit qu'il doit se préparer et qu'il ne peut pas former le représentant de classe, mais la bande le rassure. Ils y parviendront. De retour à son appartement, il commence à dresser une liste de tout. À ce moment-là, le livre des démons apparaît et fait flotter le cristal devant lui. Étendre un bras. Il touche le cristal et en absorber quelque chose. Le cristal noir tombe au sol et se brise. Ce qui fait que notre héros a failli avoir une crise cardiaque. Il avait le cœur brisé et pensait qu'il voulait échanger le cristal contre de l'argent. Goldfinger lui dit de laisser tomber puisque c'est inutile maintenant, et demande à la place comment s'est déroulée la visite à l'école. Il révèle qu'il a été accepté à la Don Academy, un endroit idéal pour gagner de l'argent et devenir plus fort. Le seul problème est qu'il devra attaquer les failles. Le livre de Zemen lui dit que les Riffs n'ont rien à craindre puisque l'énergie des étoiles provient de là. Notre héros change alors de sujet et demande s'il y a une récompense plus qu'un de ses souhaits a déjà été exaucé. Goldfinger est un peu en colère d'être traité comme un puits à souhait, mais accepte de l'aider puisque les divisions sont liées à ses propres souhaits. Il dit à Joe de l'endurer, libère de l'énergie sombre vers lui. Le héros absorbe l'aura sombre, et le système l'informe qu'il a débloqué la capacité de création divine. Le pouvoir remodèle tout son corps, alors qu'il supporte la douleur et atteint le niveau 6. Une fois le processus terminé, notre garçon demande ce qui vient de se passer. Le système explique qu'il a désormais le pouvoir de créer n'importe quoi en utilisant son énergie. Goldfinger révèle que cette capacité appartenait autrefois à son vieil ami, Sato, et qu'elle peut littéralement créer n'importe quoi. Les récompenses d'avant ne sont rien comparées à celles-ci. Il se demande si c'est juste une façon sophistiquée de passer au niveau supérieur, mais Goldfinger le gronde, disant que les niveaux ne font pas tout. Il explique même que les niveaux n'affectent que le physique de base. Le premier éveil au rang des détermine véritablement l'avenir d'une personne, c'est pourquoi il a donné à Joe cette compétence pour éviter d'éveiller quelque chose de complètement inutile. À ce moment-là, il se rend compte que Chin avait également un type d'éveil de capacité, et que les compétences de combat normales sont pâles en comparaison. Il réalise alors pleinement que pénétrer dans une faille demande plus que de la force brute. Goldfinger lui dit que la puissance des compétences dépend entièrement de l'état d'esprit de l'utilisateur et l'incite à le tester déjà. Shu note qu'après le remodelage, il ne peut plus sentir l'énergie des étoiles absorbées. Même le panneau système ressemble désormais à une interface de jeu vidéo. En regardant ses statistiques, il se demande s'il y a une fonctionnalité boutique mais à sa grande déception, c'est verrouillé. De nombreuses autres fonctions sont également verrouillées jusqu'à ce qu'il passe au niveau supérieur. Il vérifie ensuite l'écran de montée de niveau, qui lui donne plusieurs missions secondaires, mais il n'a pas assez de points d'âme pour commencer. Goldfinger demande ce qui lui prend si longtemps, et Joe explique qu'il devra entrer dans la faille pour passer au niveau supérieur, mais il n'est pas encore assez fort. Le livre des démons commence à se plaindre que notre héros se révèle plutôt inutile. À ce moment-là, un nouveau panneau système apparaît devant Joe, annonçant qu'un autre souhait vient de se réaliser. Son corps commence à briller alors qu'il reçoit une nouvelle récompense, Mage Arma. L'équipement est d'un niveau unique et peut invoquer une armure autour de son corps pour bloquer les attaques. Il est ravi car cela renforce non seulement sa défense, mais augmente également sa force. Goldfinger pleure un peu, disant qu'il a utilisé toute l'énergie qu'il avait stockée, mais dit à Joe de faire de son mieux à partir de maintenant. Le lendemain, le directeur lui demande pourquoi il part si tôt. Joe explique que même s'il ne s'agit que d'une journée de voyage, il souhaite arriver en avance. Il remet ensuite un mot au directeur, lui demandant de le donner à sa sœur à l'hôpital et de la surveiller. L'homme dit que notre héros devrait le faire lui-même, mais il explique que la situation est compliquée et qu'il ne peut pas la rencontrer pour le moment. Sans aller plus loin, le directeur écarte le sujet et accepte de le faire, tandis que tout le monde souhaite à Joe bonne chance dans son voyage. Sur ce, il leur dit au revoir et part vers sa destination. À l'aéroport, le réceptionniste demande pourquoi il veut un visa et un billet d'avion pour le quartier intermédiaire de la ville. Notre garçon répond qu'il a été admis, ce qu'elle trouve étrange puisque ce sont encore les vacances d'été. Elle demande une preuve et il lui tend la carte de Dawn Academy. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle réalise ce que c'est, pensant qu'elle n'en a jamais vu de toute sa carrière. Elle alors, et le regarde avec incrédulité alors qu'il a l'air confus. Il demande si elle a également besoin de la lettre d'admission, mais elle s'excuse rapidement et dit que la carte est plus que suffisante. Surprise qu'il n'ait même pas besoin d'un billet, et elle lui explique qu'une personne de son statut n'en a besoin que d'un pour le vol retour. Tant plus tard, Joe est allongé sur son siège de première classe, se demandant si c'est aussi l'un des privilèges de Don. En regardant par la fenêtre, il espère que Dawn Academy sera à la hauteur de ses attentes et appréciera le reste du vol. En arrivant à la Dawnbreaker Academy,
l'académie, notre garçon se sent bizarre car l'environnement est calme. Il se rend à l'accueil pour s'inscrire. Et quand la réceptionniste découvre que c'est Joe Shen, il propose volontiers de l'emmener lui-même à l'école car quelqu'un l'attend. Bro est secoué car il ne s'attendait pas à être suffisamment important pour être attendu. La réception le conduit à un monument en pierre, lui demandant d'y poser sa carte, malgré la confusion. Joe fait ce qu'on lui a demandé. La prochaine chose qu'il sait, ils sont téléportés directement sur le terrain de l'académie. L'expérience le laisse sans voix. Peu de temps après, la réceptionniste l'amène à la personne qui attendait. Une belle fille aux longs cheveux blancs, Lin. Elle se demande si notre homme se souvient d'elle. Il admet que c'est le cas et qu'il espérait avoir une chance de la remercier. À sa grande surprise, elle s'avère être son aînée. Une fois que le réceptionniste prend congé, Joe se demande pourquoi Lin semble si impatient de le rencontrer avant qu'il ne puisse l'approcher. Kim In-chung se place devant lui bloquant le passage. Lin et Fron obligent Ki à être respectueux envers leur invité. Lin l'invite à une conversation mais Joe demande d'abréger. Elle lui a donc proposé de rejoindre sa guilde et le prix qu'elle a proposé est de 30 millions. En entendant le prix, l'esprit de Joe est époustouflé. Même Kwaming Chong Wonder de Lin a perdu la tête et commence à cracher des conneries pour notre gars. En colère, Lin regarde dans sa direction en se demandant depuis quand il a été nommé pour prendre des décisions. En sueur, alors qu'il cherche à s'expliquer, il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi elle le défend. Ensuite, Lin se retourne vers lui, l'informant que c'est le plus haut qu'elle puisse offrir. Mais Joe est tiraillé entre l'offre et les compétences qu'il a à offrir, juste un simple rang électronique. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, une annonce retentit, invitant tous les nouveaux étudiants à se rassembler dans la salle de réunion. Lin lui dit d'y réfléchir, considérant à quel point cette offre pourrait être écrasante pour lui. Il lui fait savoir qu'il la retirera d'elle en considération, et elle l'accompagne jusqu'à la salle de réunion. Dans la salle de réunion, un garçon aux mèches dorées, se considérant supérieur, s'assoit avec notre garçon pour se démarquer et se comparer à lui. Les intentions des garçons envers Linen sont tout sauf pures. Il vise à la contrôler et envisage de l'épouser pour renforcer l'influence de sa famille. L'orientation commence. L'instructeur, Zanui, se présente et les félicite d'avoir intégré Dawnbreaker. Il les traite tous de génie, mais leur rappelle rapidement qu'ils ne sont pour le moment que des étudiants de première année. Il les prévient qu'ils seront bientôt confrontés à quelque chose d'entièrement nouveau. Le pêcheur. Un pêcheur est comme une chasse. Les oracles sont des chasseurs mais le destin décide quand ils peuvent devenir des proies. Les armes humaines n'y sont d'aucune utilité. Seule une immense force de base et des armes fabriquées à partir de matériaux fichères sont fructueuses. L'Académie Dawnbreaker rassemble les oracles de haut niveau, créant ainsi une solide ligne de défense contre les pêcheurs. Jinghua les dirige vers la bibliothèque pour plus d'informations et à la salle d'entraînement pour les simulations de combat. Ils peuvent organiser leurs propres horaires, mais il le dit clairement, s'adaptent et deviennent plus forts, ou deviennent inutiles ici. Ne voyant aucune peur dans leurs yeux, ils déclarent le succès de la première évaluation. En récompense, chaque élève reçoit une pierre de compétence. Error 500, serveur error. 1500 points d'ETS en error. .d'R sans error. Please try again latte.d'ETS all we know. Celui-ci contient Wizai, une compétence qui permet la détection et la lecture automatique du script fichère. L'instructeur donne ensuite deux autres évaluations, la première étant un test d'entrée qui les oblige à franchir une fissure de Baran. La seconde étant, ils doivent atteindre le rang D et éveiller leur potentiel dans un délai de 6 mois. Certains étudiants paniquent, tandis que certains se détendent en connaissant la solution pour atteindre le D-ring. Sentant leur malaise, John Oy les rassure en leur disant que les suppléments contribueront à accélérer le processus. Ensuite, il fait appel au senior, et la salle devient silencieuse, alors que Lin s'avance avec sa beauté et son aura indéniable. L'instructeur dit à l'étudiant que ses aînés l'aideront dans son évaluation de première année. L'instructeur continue en guidant les étudiants dans le choix de leur mentor. Les étudiants sont à bout de souffle, incapables de croire l'inné se trouve devant eux. L'héritier de la guilde chinoise. Une étudiante se lève et plaide pour être choisie, affirmant quelle est la raison pour laquelle il a rejoint l'académie. Linen refuse cependant, expliquant qu'elle n'accepte que ceux de type magie, alors que l'élève se spécialise dans la force. Un autre gars, par dévotion, choisit d'apprendre le type de magie juste pour elle, malgré sa maîtrise et sa force. Mais elle le refuse également. Un par un, elle continue de refuser les étudiants, ayant des normes élevées. La patience de l'instructeur commence à s'épuiser. Il la presse de choisir au moins un étudiant de première année, avertissant que si elle ne le fait pas, elle sera affectée par défaut à celui qui reste à la fin. Parmi les étudiants, le garçon au regard doré regarde avec confiance. Il sera certain qu'il sera choisi, soit par le choix de Lin, soit par les circonstances. Une situation gagnant-gagnant pour lui. Alors Joken se démarque, demandant à être prise comme mentorée. La salle devient silencieuse. Personne ne s'attendait à ce qu'elle soit d'accord. Mais quand elle dit oui, la salle entière est abasourdie. Plus tard dans la salle d'émission, Joe remet en question sa décision, se demandant pourquoi elle l'a choisi et a proposé un prix aussi élevé pour quelqu'un d'aussi inexpérimenté que lui. Lin lui dit simplement qu'elle a des raisons personnelles, qu'il révélera après le test. Elle présente ensuite l'équipe mise en place pour sa prochaine évaluation. Suan, la superviseure, n'interviendra que si une vie est en danger, et toute interférence de sa part entraînera un échec. Li Wei, le guérisseur, fournit un soutien au rétablissement, tandis que Zhou Lin gère les attaques à longue portée. Li Roi voit notre héros les mains vidées se demande s'il a éveillé
déployer un talent particulier qu'il nie. En entendant cela, il est secoué et se demande comment l'académie l'a-t-elle laissé entrer comme ça. Comme ça ne sert à rien de se plaindre maintenant, il décide de rester vigilant de son côté. Liu et conseille à Zhu de rester proche pour se protéger, mais il insiste sur le fait qu'il a une expérience du combat, la laissant légèrement exaspérée par sa confiance. Ensuite, l'équipe de l'Iruise est envoyée chez Fischer dans la salle 1, et le Fischer peut être ouvert par un fragment d'arbre du monde. Dès que le pêcheur ouvre, notre garçon ressent une aura dense. En espérant qu'il trouve la clé pour passer au niveau supérieur, ils finissent dans une grotte, et presque immédiatement, un pack de Shadow Demon W pour envoyer un SMS à leur présence avec un odorat aiguisé. Le roi et Joel, et chargez-les, faire de leur mieux pour les éliminer. Le guérisseur, Liu Wei, court pour les soigner, ignorant la bête derrière elle.